bébé toute seule. Il a fait un bébé toute seule. C'était dans ces années un peu folles où les clowns n'étaient pas encore à la mode. Où il a fait un bébé toute seule. Et il bave, 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 bave sur toutes ses pépés. Bonjour Claire. Bonjour Aurélie, je ne m'attendais pas à ça. Pour les auditeurs qui en peuvent plus de la soirée karaoké, bah tant pis pour 2022, parce que 2022, chantez un peu avec la Lucas-Fille. Le challenge sera de vous placer une chanson pourrie en chaque début. Vous n'êtes pas à l'abri d'avoir des passages chantés aussi au milieu, voire à la fin, mais... Non. Ça, ils avaient l'habitude avant. Oui, un malheur n'arrive jamais seul, donc voilà. Mais c'est vrai qu'on s'est lancé pour défi de faire des intros musicales pour chacune de nos vidéos. Voilà. Oui. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres, on va dire. Alors, ce qui est un petit peu dommage pour ceux qui nous découvrent peut-être aujourd'hui par le biais du Star Wars Podcast Day, puisqu'on est quand même dans ce cadre-là, Aurélie. À la base. Peut-être que pour certains, ça va être un peu violent, quoi. C'est vrai qu'on cette année, nous participons à ce programme qui est super intéressant, de faire une journée spéciale pour les podcasteurs Star Wars de manière internationale. Donc, on est très ravis de participer à ça et on souhaite la bienvenue à ceux qui nous découvrent par cet intermédiaire. Si vous n'êtes pas encore partis dès les premières secondes, bien sûr. Oh, ce serait dommage parce qu'il va y avoir plein de choses. Alors effectivement, pour ceux qui ne nous connaissent pas du tout, donc préparez-vous à être peut-être un peu secoué, parce qu'on l'est un peu aussi nous, où il va y avoir des analyses en profondeur, oui, de la scène, donc de la séquence du palais de Jabba, mais avec de grands moments what the fuck déconnade tout de même. Ah, c'est un peu notre marque de fabrique, hein. Il faut bien reconnaître que... Instruisons-nous, réfléchissons dans la déconne. Voilà, c'est un peu... dans la joie et la bonne humeur. Je pensais que tu allais partir sur est-ce que ça c'est Palace, mais non, ce n'est pas Palace. Je suis pas du tout partie là-dessus. Non, j'aurais pu. J'avais plusieurs idées d'intro en tête, mais c'est celle-là qui m'a le plus fait rire. Voilà. Ah bah sur Jabba, on a l'embarras du choix. Hein. Tu pouvais partir aussi sur une restitution de Jeez, parce que c'est quand même sa musique de prédilection. Et Dieu sait si on va parler de beat avec Jabba aujourd'hui, mais voilà, on aurait pu faire ça, mais un programme lourd à l'image donc de cette star qui va nous changer de notre poids lourd habituel qui est torse-poil Kylo, puisqu'effectivement nous allons passer, on l'avait promis depuis un moment, on avait très envie de faire une séquence dédiée au palais de Jabba dans le Retour du Jedi, ce qui en plus est de grosse actualité vu qu'on y passe quand même beaucoup de temps maintenant que c'est devenu le palais de Boba. Donc voilà, c'est un bon compagnon pour la série que peut-être vous avez suivi, parce que ce sera peut-être fini quand on va sortir cet épisode, peut-être même probablement, j'en sais rien. Donc en tout cas, c'est vrai que cette année, on passe beaucoup de temps sur Tatooine au palais de Jabba. Dans le bac à sable, voilà. Ah. Et on pensait pas qu'on aurait envie de retourner, nous, dans le bac à sable, tu vois. Non, mais on avait bien envie. Contre toute attente, et puis finalement, bah si. Comme quoi, tout est possible. Oui, non, c'est vrai que ça fait un moment qu'on voulait dédier un épisode à notre limace dégueulasse préférée, parce que finalement, on tourne autour, sans mauvais jeu de mots, depuis un moment. Il revient fréquemment dans nos réflexions, etc. On avait même réussi à trouver des parallèles avec des œuvres classiques dans notre épisode consacré à Star Wars comme au musée. Donc, Jabba, cette icône. Cette icône, ce pacha dépravé. Ce sultan insultant. Donc, ouais, c'est l'occasion de s'intéresser de plus près à lui. Alors, effectivement, la séquence de l'épisode 6, puisque c'est le moment où on l'a découvert. On sera amené à aborder des questions, des éléments issus du lore, mais qui sont venus après, qui appartiennent à l'univers étendu, mais quand le film est sorti en 83, enfin, c'était brut de pomme, on n'avait que ça sur Jabba. Ce qui était intéressant, c'est qu'on entendait parler de ce mec depuis l'épisode 4, puisque c'est un peu à cause de lui que notre Han Solo avait quand même cette espèce de menace existentielle sur sa life. Jabba, mon Dieu, l'espèce de croque-mitaine. Cette épée de Damoclès. Ouais. Exactement. Ouais. Et puis on finit par le rencontrer dans une séquence qui est quand même assez longue. Tout le premier quart, presque, le premier cinquième de l'épisode 6. Et ça permet de brosser un portrait du bonhomme, enfin si on peut parler de bonhomme, hein, vu que c'est un Hutt, qui est assez intéressant.
et de voir quelle fonction il remplit dans la saga Skywalker et dans l'univers de Star Wars. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est vrai qu'ils ont fait patienter sur la révélation de Jabba, puisqu'ils avaient coupé la scène dans l'épisode 4 où il y avait une présence d'un humain avec un gros manteau de poils avec qui Anne discutait. Donc c'est bien qu'ils aient coupé la scène. C'est vrai qu'elle a été restituée après avec Jabba en CGI. Bon. Mais finalement, faire patienter, oui, on n'a pas été déçus du voyage quand ça a été livré. Ce truc était assez monumental. Déjà, pour le côté marionnettiste, parce que c'est la plus grosse marionnette jamais réalisée. 3 humains étaient nécessaires. Il faut un village pour faire bouger la queue de Jabba et ses yeux. Ouais. Et c'est vrai qu'il y avait quand même un sacré boulot là-dessus. Conceptuellement, il était intéressant. Tu vois, tu aller chercher du côté du lore un peu, même beaucoup, ça se trouve. C'était beaucoup passé du temps avec les Hutt. Oui, je me suis intéressée aux Hutt. Ouais, et tu as déjà placé le bébé, là, Grota, moi je vais l'appeler. Rota, la petite crotte, voilà. Rota, comme tous les bébés à un moment donné, qui est a priori l'enfant de Jabba tout seul, puisque les Hutt ont cette capacité à se reproduire eux-mêmes. D'ailleurs, je crois que Jabba, qui est censé être l'enfant de Mama et Papa les Hutt, est en fait plutôt l'enfant de Papa le Hutt. Donc voilà. C'est bien qu'ils se reproduisent tout seuls, hein, parce que t'as envie de te j'ai pas envie d'imaginer deux Hutt au plumard, hein. Mais tu sais, en même temps, c'était des grands guerriers. C'est peut-être un beau gosse, oui, je sais, oui. T'as du tatoué, mal il a un grain de beauté, oh quel bel homme. Oh non, mais on a du mal à les imaginer sur le champ de bataille, mais pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'ils deviennent plutôt des parrains du crime et qu'ils délèguent ce genre de considération. Et ils étaient sur des champs de bataille. Donc, faut les imaginer en armure en train de se foutre sur la gueule à 2 à l'heure, ou des attaques de bave acide comme certains, certains dinosaures. Je ne sais pas. Ça reste un mystère. La biologie des Hutt, c'est pas tout à fait éclairci. Bon là, il bouge plus beaucoup, il frétille encore un peu de la queue, mais il bouge plus des masses quand même. Hein. Quand on le voit, il est plutôt en mode indolent. D'ailleurs, quand tu vois le trône dans The Book of Boba Fett, tu te dis, mais à quel moment Jabba il a réussi à s'asseoir dessus, quoi? Le trône, il était derrière lui, c'était un dossier pour lui. Il n'y a aucun moyen qu'il ait foutu toute sa graisse dessus. Enfin, je veux dire. Bah non, mais il avait été rechangé pour Bib Fortuna, quoi. Possible. Avait été aménagé à ce moment-là. C'est vrai que ça nous permet de passer du temps dans une salle du trône. Finalement, c'est vrai qu'on aime bien, nous, les salles du trône. Et pour le coup, c'est vrai que les séquences de salles du trône sont rarement décevantes dans Star Wars. Et c'est vrai que celle-là va être intéressante. Alors, on va rentrer dans plein de détails. Alors, je dirais que pour la partie analyse, il me semble pour moi que cette séquence qui est alors foisonnante, où il y a vraiment plein de choses à dire, s'articule, à mon sens, autour de 4 mythes principaux. Alors, on a déjà parlé de la mythologie. On va remettre une couche parce que finalement, on n'avait pas tellement parlé de cet aspect-là quand on avait fait l'épisode spécial Star Wars et mythologie. C'est bien dommage, mais ça va nous permettre de le faire ici, qui est la séquence Ulysse et Polyphème. Ouais. En tout cas, Ulysse en général, donc Luke est un nouveau Ulysse, on va dire. La séquence Persée et Andromède pour la partie barge, dont on a déjà un peu parlé pour le musée, pour la comparaison avec le musée. La référence, qui est plus ou moins évidente, enfin, moi qui me semble, mais bon, voilà, sur la Divine Comédie de Dante. On va passer beaucoup de temps à parler de l'enfer, etc. Pour cette séquence qui est une séquence infernale, ce qui peut sembler étonnant, mais on va vous développer ça. Et le 4e point serait, et là on se réintéresse à Leia, qui n'est pas nécessairement le personnage qui intéresse le plus de monde là-dedans, à part pour son côté à poil bikini, mais Leia dans son aventure d'héroïne, qui est la recherche du fiancé perdu ou mort. Ouais, en mode un peu héros et psyché, etc. Voilà, on est sur la recherche du fiancé. Ouais. Et il y a des choses du coup à dire sur Leia, plus que la poupée enchaînée, le moment humiliation fatale de Leia et le moment masturbation fatale des garçons. Des fanboys. Des fanboys, puisqu'on n'en est toujours pas sorti, voilà, aujourd'hui. Et Ouais. Donc on va pas aborder exactement de la même manière que je pense ça a été abordé jusqu'à présent. Il y a des chances qu'on amène des choses nouvelles sur la table. Mais effectivement, tes 4 points sont vraiment intéressants. Je rajouterais aussi peut-être la notion de titan avec le sarlac, de titan et de kraken. Ouais. Mais encore que le kraken, normalement, c'est plutôt c'est le folklore nordique. Ça va avec Persée, hein, du coup. Bah, oui, en fait, ça revient... c'est pour ça que je te disais, la barge, on se recoupe parfaitement là-dessus, c'est-à-dire ça va avec ça. Le sarlac, c'est aussi une question liée aux mythes infernaux. Donc, voilà. C'est vrai que très clairement,
vraiment descente de la caverne, divinité chtonienne, mais t'es ce palais qui est présenté voilà comme donc était un ancien monastère de ce que j'ai compris du Louvre, qui a été investi un monastère toscane, comme quoi ils n'étaient pas feignasses à une époque, et qui a été investi à un moment par les Huttes. C'est pour ça que t'as le côté effectivement minaret, coupole qu'on peut avoir du palais que tu pourrais sortir des Mille et Une Nuits, hein, encore une fois. Très curieusement, sur ce palais qui a tellement d'élévation, on descend. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une montée, on n'est pas dans quelque chose de très lumineux. Finalement, toutes ces salles énormes que tu vois maintenant dessinées dans la série le livre de Boba Fett, donc c'est-à-dire c'est toutes ces parties qu'on verra pas. Toi, tu descends dans une espèce de souterrain, donc c'est vraiment la descente vers la divinité chtonienne et c'est mignon. Et cette cour des miracles est quand même très particulière. Alors c'est vrai où tu te fais plaisir en tant que créateur de monstres et en tant que bizarrerie, etc. Donc Phil Tippett, si tu nous écoutes pas, voilà, c'est vrai qu'il y a ça à souligner. Il y a beaucoup de bizarreries et c'est vrai que ton œil est stimulé partout, ton oreille est stimulée partout et c'est vrai qu'il y a une surstimulation chez Jabba. Qui est évidente, quoi. C'est vraiment une explosion du grotesque qui n'a pas d'équivalent dans la trilogie d'origine. Quand on arrive dans la cantina de Mos Eisley au début, on en prend plein la gueule parce qu'on a une concentration de créatures, c'est bouillonnant, etc. On enregistre bien le fait qu'on est dans une galaxie avec des extraterrestres, enfin des aliens, pardon, des non-humains, voilà. Mais chez Jabba, on atteint un nouveau niveau, puisque là, c'est sa cour, où on a à nouveau une variété... alors c'est dommage, c'est quand même assez sombre. On a une variété de créatures, voilà, de tout poil. Il y en a certaines ou de toutes écailles. Il y en a certaines sur lesquelles on va avoir le focus, comme par exemple les chasseurs de primes, les musiciens où la caméra s'attarde un petit peu plus, les danseuses évidemment, la caméra s'attarde un petit peu plus. Et puis tu as les autres qui sont perdus dans l'ombre, qui sont appuyés contre les murs en pisé là. Et après il faut faire pause pour les voir les uns et les autres. Mais voilà, c'est foisonnant, c'est bouillonnant, tu parlais de Cour des Miracles, c'est exactement ça, la sensation d'entassement de créatures pas très recommandables dans un endroit qui est clairement celui de l'Underworld. Hein. Littéralement. Voilà, exactement. Et puis Jabba, divinité chtonienne, pour un batracien géant, c'est pas déconnant. On est presque avec les dragons, comme une autre forme de titan, etc. Donc, il est associé à l'eau, comme c'est un batracien. Très souvent en Asie, notamment, les divinités chtoniennes sont associées à l'eau. En général, elles sont bénéfiques. C'est pas le cas de Jabba. Bon, voilà, on a quand même plusieurs références qui se télescopent pour ce personnage. Et c'est vrai qu'au niveau du design, ils avaient très envie de faire ça. On le voit dans les bonus des Blu-ray, etc., où t'as tous ces reportages sur l'élaboration de Star Wars. Mais ça a été, comme tu l'as dit, une vraie galère à créer, à animer. Les mecs, ils crevaient de chaud à l'intérieur de la limace. Enfin, c'était très, très compliqué, ce personnage. Avec le modèle qui était Orson Welles, vieux et ventripotent. Quoi. Ouais, c'est... vers la fin, mais je veux dire, voilà, c'était l'idée. En tout cas, ça sous-entendait aussi quelqu'un d'extrêmement charismatique, avec une voix marquante. Et le fait est que ce personnage est devenu vraiment emblématique. Quoi. Il est volontairement designé pour ça, c'est-à-dire qu'il a une apparence qui est très frappante. Je pense que les gens, à l'époque, ils n'avaient pas vu de marionnettes aussi élaborées qui fassent autant de choses en même temps. Tu l'as dit, les yeux, la bouche, la queue, enfin bon, c'était toute une misère à animer. Il a une voix qui porte, etc. Et puis le personnage en lui-même, tu vois, il se déballonne pas face à quelqu'un qui le menace avec un détonateur. Tu sens le mec, il a tout vu. Il faut en faire beaucoup pour l'impressionner, hein, Jabba. Ce qui en fait un ennemi, un antagoniste de poids, sans mauvais jeu de mots, pour nos loulous, quoi. C'est surtout que ça introduisait enfin un ennemi qui était en dehors du système impérial. C'est vrai qu'on passait surtout beaucoup de temps avec le fait que tout ce qu'il y avait de mal, c'était l'Empire. Même si bon, on avait effectivement vu dans la cantina un petit bout de ce monde de la pègre avec Grido, mais qui est associé avec Jabba, effectivement. T'avais un petit peu de ça, mais bon, le mal absolu et les adversaires les plus importants restaient effectivement Vador, Palpatine, des impériaux, etc. Donc là, on te présentait un nouveau méchant. Alors, il est pas là longtemps, bien que la séquence soit assez longue entre le moment, effectivement, où on découvre l'intérieur, donc quand ces 3PO et RD22 arrivent sur le palais jusqu'à la fin de la séquence de la barge, ça représente quand même un gros morceau. Je dirais même que c'est la partie la plus réussie du film, parce qu'après pour moi je dirais que la partie Ewok machin a été
beaucoup moins intéressante, à part, exception de la salle du trône, on retrouve encore une salle du trône, mais qui est hyper réussie, celle-là aussi. Je dirais que finalement, le vrai livre, c'est ces deux salles du trône qui se font écho, avec encore une fois une question du questionnement du mal et de ce que tu en fais, de l'évolution personnelle de notre Luc. Donc c'est vrai que ces deux scènes se font relativement pendant, on va dire, avec des fins relativement similaires d'ailleurs aussi. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des gros enjeux associés à une salle du trône, parce que c'est là que le pouvoir s'exerce. C'est là aussi que le héros va rencontrer la tentation, ou au contraire va être mis en échec par plus fort que lui. C'est le moment où tu vas avoir des idéaux ou des modes de vie qui vont entrer complètement en clash, et c'est ce qui se passe dans les deux salles du trône de l'épisode 6, et c'est ce qui se passe dans la salle du trône de l'épisode 8. C'est-à-dire que c'est ce gros clash entre deux visions du monde différentes, deux attentes différentes. Par contre, systématiquement, celui qui exerce le pouvoir dans cette salle du trône finit par être défait par le héros aux idéaux plus purs, etc. Donc c'est aussi à chaque fois, pour celui qui raconte l'histoire, l'opportunité de montrer comment le pouvoir corrompt. Et à chaque fois, on a des méchants qui sont corrompus par le pouvoir, qui sont avides de pouvoir, qui sont victimes de leur orgueil. Les trois, c'est l'hubris. Que ce soit Jabba, Palpatine ou Snoke, voilà, c'est l'hubris qui est leur point faible. Mais ils sont pervertis d'une façon différente, et ça va se manifester différemment. Par contre, tu constateras qu'ils sont tous les trois difformes. Bah oui, c'est bien, t'es moche, t'es méchant dans Star Wars, avec. Parce que la méchanceté pourrit, corrompt les chairs et pas que l'esprit. Voilà, c'est ça. Faut que forcément ça se reflète sur ton visage. Ouais. C'est bien que tu reparles de la tentation, parce qu'il y a le côté effectivement épreuve, et la tentation, tu penses effectivement à la tentation du malin, quoi, de Satan ou Lucifer, ou est-ce que tu veux. Ce qui est intéressant dans la scène de Jabba, par rapport aux autres scènes de tentation qu'on peut avoir et de salle du trône dans Star Wars, c'est que c'est la seule où tu as des épreuves qui sont absolument collectives et collégiales. C'est-à-dire que c'est le seul moment où absolument tous les personnages importants de l'histoire sont ensemble face au même ennemi commun, ce qu'on n'a jamais en fait. Donc il y a vraiment ce fait de passer par cette épreuve. Alors il y avait ce parallèle qu'on pouvait faire, qu'on aurait pu espérer, et auquel on aurait pu s'attendre du fait par rapport justement à Dante et la Divine Comédie. Il faudra qu'on fasse des épisodes consacrés à ça. Oui, il y a de quoi Mais faire. Sur le fait que tu peux considérer que la prélogie c'est la séquence sur l'enfer, la trilogie originale c'est la séquence sur le purgatoire, et en théorie la postlogie aurait dû être la séquence vers le paradis avec une ascension. On avait le titre. Oh merde. Enfoiré. Non mais quelle occasion manquée. Mais c'est vrai que par rapport à cette question du purgatoire, ou en tout cas d'un système d'épreuves, là pour le coup la séquence de Jabba c'est un bijou si tu restes purement sur la question de la Divine Comédie. Peut-être qu'il faut qu'on reparte dessus après, parce que c'est vraiment peut-être le plus gros morceau. Je voulais juste rebondir quand même sur ce que tu as dit, parce que c'est vrai que la séquence chez Jabba, c'est le seul moment finalement, à part quand ils sont dans l'étoile de la mort dans l'épisode 4, où on a tous nos loulous ensemble qui combattent au même endroit. Et de toutes les salles du trône, c'est la seule où le méchant n'est pas un utilisateur de la force. Donc n'est pas rattaché à l'arc spécifiquement du héros qui possède la force. Donc moi ça m'évoque plutôt, c'est peut-être parce que j'ai lu du lore sur le jeu de rôle, notamment les barons de Nal Hutta, que je vous recommande si vous masterisez. C'est plus, pour moi, c'est comme une partie de Donjons et Dragons, c'est-à-dire que ils sont entrés dans un donjon ou un palais, voilà, et ils doivent libérer leurs petits camarades du dragon, et donc tu vas avoir l'elfe, le nain, l'orque, le chevalier, machin, voilà, donc, ou leurs équivalents Star Wars, là en l'occurrence, pour vaincre le dragon. Et moi, ça m'a plutôt évoqué ça, et c'est bien du coup, parce qu'on a une équipe qui est équilibrée, qui est soudée, qui arrive avec peut-être pas le meilleur plan du monde, mais encore une fois, c'est pas des lumières, nos loulous, comment vous dire, quand même, ils ont un peu le cul bordé de nouilles, au final. C'est le plan le plus foireux de l'univers, disons-le. Ils ont eu un an pour l'élaborer, ce plan, faut le savoir. Oui, mais alors, non, mais c'est juste pathétique, ça ne fonctionne pas, mais bon, on va en reparler après. Donc voilà, moi j'étais plus partie sur une partie de donge. C'est pas faux. Ouais, à ce niveau-là, c'est assez amusant. C'est pas faux du tout. C'est vrai, avec le côté, ils avaient chacun leur espèce de quête secondaire pour arriver au même endroit. Ouais, en plus, c'est ça.
Ouais, puis chacun des sbires, puis comme c'est plein d'endroits en chicane, etc. C'était Aude qui a évoqué le palais de Jabba tel qu'il est représenté, modélisé dans Battlefront 2, où c'est là que tu te rends bien compte à quel point c'est... Puis c'est vrai qu'avec la série sur Boba Fett, maintenant on se rend mieux compte des antichambres, des alcôves, des machins, de l'articulation du palais qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on en a vu finalement dans l'épisode 6. Mais parce que c'est complètement con ça aussi, ça je vais le placer aussi, c'est-à-dire que dans ce truc énorme, tu vois, le mec, il fait du cododo, quoi. C'est-à-dire ça fait salle du trône, / salle de banquet, / guest room, auberge de jeunesse, / chambre personnelle de Jabba, / entertainment center. C'est un truc, tu vois, et niche du chien. Tu te dis, non mais c'est juste, comment c'est possible cette histoire que, tu vois, après en plus on t'explique dans le lore machin qu'il y a des ascenseurs pour l'amener à son espace privé. Bon alors le type qui a sa danseuse et qui a un pétri de vis, c'est Hugh Hefner avant l'heure, mais on peut en reparler parce que ça fait un joli parallèle avec Snoke. Donc voilà, t'es dans le grotto de la Playboy Mansion en plus dégueulasse, si on peut dire. Et en fait, le type, il est censé faire ses affaires et ses machins, faire toutes ses affaires, hein, que ce soit ses petites affaires, comme ses grosses affaires, comme je ne sais quoi, dans le même espace avec tout le monde autour de lui qui est là, qui est présent. Ça me... tu vois, c'est déroutant parce que quand tu penses qu'à ce moment-là de l'histoire des Hutt, il est le Hutt le plus influent qui siège au Conseil suprême des Hutt, qui est à la tête de son Khajidik, donc de son clan / cartel, et il ne quitte jamais son palais, sauf de temps en temps quand il se balade en litière, comme on l'apprend dans le livre de Boba Fett. Dans sa barge. Dans sa barge ou en litière, dans les rues de Mos Espa, etc. Il dirige quasiment tout l'espace Hutt, et plus largement, une partie, il a la main dans une partie de la politique galactique, non négligeable, depuis son palais. Ah oui, puis il sort aussi pour organiser les courses présider aux courses de pod. Mais à part ça, il sort jamais de chez lui, quoi. Et il arrive à... Non, mais c'est surtout qu'il dort avec tout le monde. Alors lui, le télétravail, il maîtrise de ouf. C'est clair qu'il nous éclate tous. Il n'a pas eu besoin de pandémie pour ça non plus, tu vois. Il fait tout de chez lui. C'est pour ça qu'il est si gros. C'est la patate de canapé. C'est ça, suprême, exactement. C'est le potato, c'est le coach potato, quoi. Carrément. Mais tu vois, on les comparait aux autres méchants, là, les grands vilains méchants utilisateurs de force. Lui, effectivement, il est anti-force, anti-machin, parce qu'effectivement, il se moque en plus des Jedi. Et vraiment, il a peur de rien, quoi. Non, puis comme beaucoup de créatures on n'en croise pas tant que ça, mais comme beaucoup de créatures, en fait, il résiste à la force. Oui, en plus, il a un esprit fort, voilà, c'est littéralement un esprit fort, en plus il résiste à des concepts religieux et de croyances et de machin, tu vois, donc c'est un esprit libre, en fait. Par rapport à tous les autres méchants, néanmoins, je lui trouve beaucoup plus de qualités sympathiques, parce que d'abord, on se marre au palais de Jabba, il se passe des choses, et puis tous ces vices, moi, me le rendent beaucoup plus humain et intéressant, tu vois, en tout cas à décrypter, que les autres qui sont, alors c'est juste, tu vois, alors il y a des côtés vicieux, hein, chez Palpatine et chez Snoke, on en a parlé. Je dirais que c'est moins pervers pour ce que ça veut dire, hein, parce que c'est Jabba, mais c'est presque moins pervers que Snoke et Palpatine. Bah, disons que par rapport à Snoke et Palpatine, alors c'est un esthète comme eux, il a des collections, etc. Il aime s'entourer de belles choses, d'artistes, mais il a quelque chose pour lui que n'ont pas les deux autres, c'est que c'est un bon vivant. Il aime manger, il aime regarder les gonzesses, il couche. Il couche. Déjà, il reste couché, c'est déjà tu vois, ça. Il aime les spectacles populaires de gens qui se font bouffer ou qui font des courses. Il aime les paris, etc. C'est vraiment le côté soif de pouvoir et politique, mais sous le manteau, en fait. Sous vraiment le milieu underground, qui est plus intéressant, finalement. Il est moins froid que les deux autres. Et son vice est peut-être plus proche de nous, quelque part. Parce que c'est pas lié à des pouvoirs magiques. Il a pas un côté mystique comme ça. C'est pas nécromancien comme les autres, là. Voilà, c'est ça. C'est tient plus de Dionysos que d'Hadès ou de... Tu vois, il y a le côté bon vivant, quand même, quelque part. Ça reste une pourriture. C'est un Hutt, hein, comme tous les Hutt. Hein, on parle souvent des querelles de palais dans les dramas chinois, ou pour ceux qui ont vu Game of Thrones, les Hutt, ils maîtrisent, hein.
ils sont en termes de je te poignarde dans le dos, je fais des combines, etc. C'est un peu comme... Ah, c'est des familles qui envoient moins du rêve, effectivement, physiquement, mais où il y a le même ambiance. Hein. Tu sens, là, les jumeaux qui nous ont sortis, tu sens bien le côté, bon, c'est toujours le problème de Star Wars avec ses jumeaux, mais tu sens bien qu'il y a un côté vicieux, incestueux, pas net derrière. Ah bah on n'est pas loin des Lannister, hein, Cersei et Jaime, je vous vois. Hein. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Il y a un petit peu de ça. Tout ça, c'est glauque. Oui, voilà, c'est sordide. C'est sordide parce que t'es dans le milieu underground et que t'as affaire à une espèce. Alors, au moment où on découvre Jabba le Hutt, on sait pas qu'il y a d'autres Hutt, qu'il y a un espace Hutt, que machin. On sait pas, en fait. On connaît que lui, on sait pas vraiment d'où lui vient ce surnom. Enfin, c'est pas clair dans l'épisode 6. D'autant que c'était très mal traduit en français, on répète, avec Jabba le forestier. Ah ouais, non mais... des blagues de Jabba le fox terrier. Jabba le forestier, au fin fond du désert, qu'est-ce que c'est que ce délire? Il a une maison bleue, quelque part sur la colline. Ah ouais, non, Jabba le forestier, moi pas comprendre. Hein. C'est pas un Ewok, hein. Il vit dans le désert. Donc, Et puis, si on devait faire une référence à son milieu d'origine, c'est les marécages nauséabonds hein, pour les Hutt. Hein. C'est pas du tout la forêt tropicale ou autre. Hein. Donc, ouais. Ça fonctionne pas. C'était un petit peu bizarre, effectivement, dans la traduction. C'était pas très réussi. Je vais quand même placer maintenant que, bon, ayant grandi avec la version française plutôt qu'avec la version originale, et je replace mon petit moment crush béguin pour Han Solo Forever, qui est particulièrement drôle dans la séquence sur Jabba, avec des bonnes punchlines. Je l'aime tout particulièrement dans cette séquence où tu sens qu'Harrison Ford, il y en a vraiment sa claque de la série. Mais alors là, il est sans filtre. Hein. Alors là, il balance tout ce qu'on pense au bon moment. Et bon, c'est très bien traduit par rapport à l'anglais, il n'y a pas de... Mais ça sonnait, il y avait quelques phrases qui sonnaient vraiment très bonnes, très justes. Et la voix était bonne aussi. Et c'est pour ça que je le replace, ça aussi. Ah, c'est peut-être aussi parce qu'une fois qu'il a été décongelé, il est dans l'antre de la bête. Donc, il n'y a plus rien à perdre, quoi. Là, tu retrouves notre Han Solo que de la gueule. Voilà, c'est vrai que c'était assez agréable par rapport à Luke qui arrive avec son sabre laser dans le cul, qui est un peu... Ah, on va en reparler. Ça va être pas le moment hashtag mon Luc, hein, ça c'est sûr. Et pourtant, Dieu sait si, parce que c'est vrai que quand tu vas chez Jabba, tu te mets sur ton 31. On va au moins donner ça, c'est-à-dire que tout le monde avait décidé de sortir son plus beau style. Et bon, voilà, on sait pas ce que faisait Luc avant, mais clairement, il a fait une séquence shopping avant de venir chez Jabba. Sur Hollywood Boulevard, il est allé chez Gucci et Chanel. Et Armani pour la chemise, comme il l'avait reprécisé. Enfin, vraiment, c'est la fashion victime. Tu rentres pas chez Jabba habillé comme un pouilleux. Voilà, bah non, tout. Tu peux pas. Faut la classe, quoi. Tu ne peux pas. Il y a du standing. Bon, on repart sur justement cette entrée. Pour ceux qui découvrent, hein, nous, ça vient un peu comme je te pousse. Ça vient de manière complètement organique. Hein. Donc, alors, peut-être si on parlait de justement aussi par rapport à l'entrée, à cette entrée dans la caverne, par rapport à l'arrivée plus tard de Luke. Luke, c'est comme je l'avais mentionné, c'est vraiment Ulysse 2.0 parce que effectivement, il utilise de stratagèmes. Alors pourquoi on peut parler du Polyphème et du Cyclope? Parce que n'empêche que cette entrée dans la caverne se fait forcément avec un œil qui sort, qui ouvre la porte. Ouais. Pour arriver à communiquer, il faut avoir un robot Cyclope finalement pour te faire rentrer. Tu as la présence des Gamoréens qui sont des cochons qui te fait penser à Circé. Donc en fait, tu as un combo Ulysse plus une barge plus un machin. Tu te dis bon, allez hop, allez, on va sortir toute la mythologie, des créatures chimériques qui sont là-dedans, enfin des chanteurs, donc t'as le côté les sirènes, tu vois, t'as vraiment tout ça qui est présent, et donc le fait que t'as ce personnage qui est censé utiliser son ingéniosité voilà, qui utilise l'intelligence, parce que je rappelle pour tous ceux qui sont persuadés que Luke est un gros bourrin qui défonce tout ce qui bouge, comme on a pu voir à la fin donc, du Mandalorian saison 2, que bah non, pas mon Luke, parce que quand il arrive dans l'antre de la bête pour sauver ses copains, il y va pas la fleur au fusil, mais il va avec sa bite et sans son couteau, quoi. Il y va comme ça, quoi. C'est-à-dire, il a rien sur lui, rien dans les mains, rien dans les poches. Non, mais tout est passé dans le look. Le look envoie un message, tu vois. Tout est dans le style. Il n'y va pas en violence, justement. Il y va en tranquillité, ermite, machin. J'utilise les pouvoirs de mon esprit de Jedi, chevalier, machin. Je recours à la violence
en dernier recours. Exactement, ouais. À aucun moment il avait prévu ça. Et s'il doit tuer quelqu'un ou quelque chose, c'est parce qu'il n'a pas le choix et qu'il doit défendre sa vie en fait. Ah oui, complètement. Il arrive pour discuter avec Jabba, essayer de se mettre à son niveau, il parle business. Parce que c'est le langage premier des Hutt, c'est le business. C'est pas nécessairement la violence. La violence seulement quand elle sert le business avant tout, tu vois. Donc il essaie de l'aborder de ce point de vue-là. Bon, connaissant Jabba maintenant... Oui, en lui disant qu'il a un profit à tirer de cette situation. Il présente les choses comme ça. Exactement. Si tu me rends mes copains, tu en tireras profit. En lui parlant son langage. Il se met à sa portée. Et en lui faisant des cadeaux. Oui, en commençant par lui faire des cadeaux. Tu peux repartir sur la mythologie et sur Ulysse. Parce qu'il faut se méfier. Des cadeaux d'Ulysse. Ils font des cadeaux. Exactement. Et il y avait le côté cheval de Troie, puisqu'il a introduit justement ces cadeaux. Donc R2D2 plus que ces 3 PO qui, comment te dire, qui lui est courant de rien, qui sait pas quoi. Moins il en sait, mieux tu te portes. Pas du tout au secret. Vaut mieux, parce que sinon il aurait vendu la mèche au bout de 2 secondes. Maître Luc, viens me sauver. Donc du coup, c'était forcément le cheval de Troie, c'est R2D2 qui est toujours prêt à sortir 2-3 bitoniaux de sa panoplie. Et c'est vraiment ce plan-là. À ça, tu rajoutes le rancor, pareil, autre créature mythique à défaire, machin, etc. Avec encore ingéniosité et non pas force brute d'arriver à abattre une porte dessus. T'as vraiment ton Ulysse qui nous est livré comme ça. Ouais, avec un bout de guerre de Troie, et puis ensuite on enchaîne sur l'Odyssée avec ses moultes rencontres dont il se sort toujours par son ingéniosité. Et en sacrifiant quelques-uns de ses marins quand même, mais bref. La seule chose qu'il a pas, c'est qu'il couche pas. Il couche pas, non. Oui, non, c'est sûr que Ulysse, c'est un excellent parallèle pour Luke. Et puis, du coup, oui, Jabba, ça concentre un peu tous les dangers, toutes les tentations aussi, si on pense aux sirènes, par exemple, de la mer Méditerranée, de la mythologie, en fait. C'est exactement ça. C'est un lieu de tentation, de débauche, et qui dit débauche, dit tentation dans la foulée. Forcément, les deux fonctionnent ensemble, quoi. Surtout que tu parlais du Titan à propos du Sarlacc. Charybde et Scylla sont pas dans l'histoire d'Ulysse, c'est plutôt chez Jason, mais néanmoins tu peux voir le Sarlacc avec le supplice de la planche là, qu'ils nous ont aménagé dans le désert comme une forme de Charybde et Scylla aussi. Ça fait partie de ces créatures mythiques, sous-marines, krakenesques ou autre chose là, plus avec ce côté animal de la créature là qui fait que on n'est pas très loin encore une fois de tous nos grands aventuriers grecs et de leur périple en Méditerranée. Oui, parce que là t'as affaire à une créature qui est gigantesque, dont on aperçoit que la gueule béante. Alors, on va pas parler du bec qu'ils ont ajouté après, parce que ça, c'est pas ce qu'ils ont fait mieux. Au départ, c'était une gueule béante avec des picots. Donc, c'est aussi la représentation comme un tourbillon qui engloutirait les bateaux, si tu veux rester sur cette métaphore de la mer Méditerranée et de ses dangers, voilà. Ou alors d'un féminin dévorant, flippant, comme Norastar. C'est notre version préférée, Alors, on va peut-être en reparler un peu plus tard, mais clairement, il y aura des choses à dire sur les symboles, sur les organes génitaux dans cette séquence. Il y en a à droite, à gauche. On va pouvoir en parler après. Je crois qu'on a fait le tour sur la question d'Ulysse. On peut peut-être passer à Persée Andromède, mais ça, on va la faire très très court parce qu'on peut renvoyer au musée. L'épisode qu'on avait déjà fait. Donc, effectivement, le côté... Qu'est-ce qu'il fait comme pirouette cacahuète dans cette séquence? D'ailleurs, il en fait beaucoup. Il en fait pas mal. Oh, pirouette cacahuète dans la fosse du Rancor et sur la barge de Jabba. Je suis toujours prêt à me débarrasser de ma cape et à sauter dans tous les sens. Et c'est vrai que là, il y a effectivement la belle enchaînée, prête à être livrée à un... On peut remettre les parallèles et c'est assez évident. Sauf que ce qu'introduit Star Wars, ce qui est très bien, et après on pourra reparler sur Leia plus spécifiquement, c'est que certes Persée est prêt à arriver sabre au clair, mais Andromède, elle a pas dit son dernier mot et elle est capable de se libérer toute seule de ses chaînes et de fucker le Kraken. Ouais, elle se démerde toute seule, ma mère. Mais Leia reste un personnage féminin incroyablement moderne, même en ce début des années 80 où il y en a d'autres qui sont apparus. Elle reste, c'est pas une princesse c'est pas forcément en détresse, comme Carrie Fisher l'avait dit dans une interview en français, parce qu'elle parlait français. Une princesse, c'est pas forcément une demoiselle en détresse, et elle se démerde très bien toute seule. Donc on a effectivement notre Andromède qui transforme ses chaînes en armes, comme dans les Chevaliers du Zodiaque, et qui étrangle notre
votre limace dégueulasse préférée. C'est pas dit dans le film, mais a posteriori, ils nous ont dit qu'elle avait utilisé la force pour le faire, parce que une crevette de 45 kilos pour étrangler un bordel pareil avec des chaînes... Et là, justement, une anecdote de production, à l'origine, ils avaient pensé qu'elle l'attaque par devant et qu'elle le poignarde, ou je sais pas quoi. Enfin, il y avait plusieurs possibilités, et puis en fait, ils ont repensé à une scène du parrain. Bon, Coppola, c'est un copain de George Lucas, ils se connaissaient très bien, ils ont fait leur classe ensemble, enfin bon voilà. Et donc, comment est-ce que tu tues une personne obèse? Donc, il y avait le fait de passer par derrière et de l'étrangler. Moi, je t'avoue que j'avais pensé, avant d'avoir cette référence-là, plus au film d'Alfred Hitchcock. Il y en a plusieurs, avec des histoires d'étranglement. Il y a la corde, parce que Hitchcock avait quand même une petite fixette là-dessus. Ah oui, il n'était pas tout seul dans sa tête. Non, il n'était pas tout seul, mais c'est surtout qu'en plus, il y avait vraiment une représentation morbido-érotique autour de l'étranglement, parce que c'est quelque chose d'extrêmement intime et extrêmement long, parce que tu t'étrangles pas quelqu'un comme ça si facilement, ça dure, c'est quelque chose d'extrêmement physique. Il avait mis dessus une charge érotique perverse que tu trouvais donc dans la corde où deux jeunes godelureaux s'amusaient à étrangler un de leurs camarades. En plus, bon, il y avait tout un sous-texte homosexuel compliqué. Tu retrouvais de l'étranglement dans le film avec Paul Newman, c'est Le rideau déchiré, où il faut se débarrasser à un moment d'un agent, et ça te montre la difficulté à buter quelqu'un, contrairement à tous ces films où tu as l'impression que ça se fait en 2-3 coups de cuillère à peau. Là, il morfle à tuer cette personne, c'est vraiment très long, très physique, très compliqué. Et dans un de ses derniers films, c'est pas le dernier, mais un des plus tardifs, qui est Frenzy, où tu as un tueur qui prend son pied à étrangler ses victimes, en fait, avec des cravates. Ça a donné le célèbre Ras Lovely, tu vois, à chaque fois qu'il tue quelqu'un. Et c'est vrai que dans le moment où Jabba est tué, t'as toutes les pulsions entre Eros et Thanatos. Alors, c'est pas que ce soit une scène de notre point de vue orgasmique, bien qu'il y ait un côté pied pour les spectateurs à se dire que cette pourriture est en train de se faire buter par sa victime. Donc ça, oui, c'est vrai que ça a ce côté libération. Mais dans la manière dont la scène est représentée, lui, il est pas loin d'une forme, tu vois, d'orgasme, machin, petite mort, parce qu'ils te refont frétiller sa queue frénétiquement, comme on l'a déjà vu avant quand il tripotait la princesse. Donc en fait, c'est la scène de sexe qu'on n'a pas vue, qui était sous-entendue à plein de moments, parce que même le fait qu'elle se fasse lécher la gueule, on te l'a épargné, mais bon voilà, forcément tu sais qu'il y a eu des trucs dégueulasses qu'on t'a complètement épargné, parce que ça reste un spectacle familial, et quand t'es un enfant tu vois pas tout ça, tu vois juste que c'est une grosse limace dégueulasse, mais tu penses pas à tout ça. Mais tout ce contexte-là, il est présent, et il se retrouve jusque dans la scène de mort de Jabba, qui est absolument, je trouve, obscène en fait. Quand tu la regardes bien, c'est très perturbant à regarder. Ah oui, avec un regard d'adulte encore plus. Le personnage est obscène, son univers est obscène, et sa mort l'est tout autant en fait, elle est vraiment dérangeante. Effectivement, elle est malaisante. Ah, il meurt comme il a vécu. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que Leia et cette saloperie de limace sont liées dans une relation de désir et de mort. Lui, le désir pour elle, et elle le met à mort. Donc c'est très... Ah, elle a le désir de le buter. Oui, ça c'est sûr. C'est assez malsain, effectivement. Mais c'était bien que ce soit elle qui le bute quand même. Justement, ça a plus de sens, parce que tu te dis, cette saloperie de limace qui a opprimé les femmes, qui n'hésitait pas à mettre... Il a balancé sa dernière pépée au rancor, etc. Il est puni par... c'est un retour karmique, quoi, dans sa gueule. Et effectivement, ils auraient pu faire la séance encore plus longue, parce qu'elle a dû mettre du temps à l'étrangler. Oui, parce que on voit que c'est pénible. On voit que ça demande un effort. Pour elle. Exactement. Elle s'appuie contre son dos pour faire contrepoids, pour vraiment tirer de tout son poids. Les chaînes sont grosses, elle n'a pas des grandes mains, etc. C'est pour ça que plus tard, ils ont expliqué que malgré elle sans le savoir, elle avait utilisé la force pour l'achever, en fait. Ce que tu vois pas dans le film, ça se devine pas du tout, mais c'est... Oui, elle en bave. C'est le cas de dire. Pour tuer la limace. Mais tu vois, c'est l'occasion de rappeler, peut-être que du coup on peut partir sur le perso de l'héroïne avant de partir sur la question de la représentation de l'enfer, parce que du coup on parle de Leia, donc autant rester sur Leia. C'est-à-dire que Star Wars fait des fois les choses hyper bien et que les messages sont très clairs. Enfin, on l'a déjà dit plus d'une fois quand on a parlé de la représentation masculine, par exemple. Ce que certains fanboys peuvent penser de la représentation masculine dans Star Wars n'a absolument rien à voir avec les messages qu'on te donne. Même là, les gens s'arrêtent à Leia est foutue à poil et
humiliée, et Slave Girl Leia, c'est ce qui se vend le mieux et ce qui a le plus hanté les consciences et les fantasmes de plein de gens. Bon, fille ou garçon d'ailleurs, je tiens à dire, voilà, il y a des filles aussi, parce qu'encore une fois, elle est très belle dans cette séquence et ça reste un de ses plus beaux costumes. Bon, néanmoins, ce qui est vraiment montré là-dedans et qui est hyper bien fait, bien qu'après tu vois Leia, ça passe un peu à l'as, je trouve, sur la dernière partie, son personnage, je trouve ça moins réussi dans le Retour du Jedi. Le début était hyper bien fait parce que elle a vraiment son parcours d'héroïne dont on parle pas assez, parce qu'elle a cette descente, elle aussi, dans la grotte, elle fait son truc, elle va chercher son fiancé toute seule, elle s'organise le truc. Bon, c'est là que tu vois que c'est une vraie Skywalker parce que c'est un plan foireux, blablabla, blablabla. Mais néanmoins, elle fait ça et on la laisse se libérer toute seule du truc et tuer le monstre, affronter elle-même le monstre et laver la tâche ou l'humiliation qui lui a été infligée. C'est énorme qu'ils aient fait ça. Ils auraient pu nous imposer ceux que les gens voient en mode hashtag vive mon Luke, défonceur de robots, en l'occurrence. De robots, voilà, parce que jusqu'à présent ils défoncent que ça, voilà, peut-être dans l'univers légende éventuellement, mais voilà, c'est ça, je veux dire, cette vision de Luke qui n'existe pas, ils auraient pu, George Lucas aurait pu décider, ouais, on va envoyer Luke sauver la princesse, etc. Alors ok, on retient que Luke il refait Tarzan avec la princesse sous le bras en bikini, il y a plein de gens qui, et souvent c'était l'image qu'on te collait sur les jaquettes et les trucs, tu sais, de Leia dans les bras de Luke. Exactement, ça, c'est l'image qu'on te mettait, même tu vois, quand Télé 7 jours t'annonçait diffusion de machin, ou tous les guides télé, on te mettait toujours souvent cette image-là. N'empêche que c'est pas ça qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle a fait le truc toute seule. George Lucas, qui certes a foutu Leia en bikini et qui s'en est pris plein dans la gueule avec ça, encore une fois, comme Carrie Fisher l'a repris derrière, mais on a montré que mon personnage, il aimait pas ça et que elle a eu sa vengeance, sa revanche, quoi. Et puis, autre chose qu'on n'évoque pas plus, c'est qu'à ce moment-là, elle ne sait pas que Luke va faire sauter la barge. Il n'y a pas de suite de plan, hein, pour l'instant. Elle ne sait pas trop ce qui se passe à l'extérieur, en tant que ça se bastonne. Elle élimine définitivement la menace qui pèse sur son homme, tu vois. C'est-à-dire que même s'ils n'avaient pas fait sauter la barge, etc., à l'initiative de Luke, voilà, de toute façon, elle s'est déjà occupée du bordel. Enfin, il n'y aura plus de Jabba the Hutt pour mettre la tête de Han à prix. Donc elle protège son mec. Elle est allée le chercher dans le monde souterrain, dans les enfers. Elle a échoué dans un premier temps, mais elle a fait preuve de ressources. Elle a retourné la situation et elle a éliminé la menace. En fait, elle a traversé les épreuves que traversent régulièrement les héroïnes dans leur parcours quand elles vont à la recherche de leur fiancé disparu. Elles ont toujours un certain nombre d'épreuves à passer qui demandent de la force, qui demandent de l'intelligence, du discernement, du dévouement. Et là, c'est exactement ce dont Leia fait preuve dans ce combat, enfin dans toute cette opération de sauvetage de Han, en fait. Hein. Donc ça, on a tendance à pas y penser, mais elle élimine la menace, définitivement, d'un baron Hutt qui est le plus puissant de toute sa race, de tout l'espace Hutt. Enfin, c'est une des... ça préfigure aussi la mort de Palpatine, parce que on a éliminé ce qui, pour nous, à ce moment-là, de ce qu'on sait du lore, est The Big Baron du milieu underground de la galaxie, quoi. Donc c'est pas rien, encore une fois, de la part de Leia. Ce qui lui vaudra après, dans l'univers étendu, le titre ou le surnom de tueuse de Hutt, et le respect de... Alors elle a eu sa tête mise à prix, d'ailleurs, je crois, pour ça, mais néanmoins, ça lui vaudra une réputation, tu vois, de super badass. Et je dirais que, contrairement à certaines de nos héroïnes modernes qu'on nous colle maintenant comme, je sais pas, ce qu'il faudrait, ce qu'une héroïne moderne soit, mais on aura l'occasion d'en reparler de cette question-là. Elle a tout à la fin, elle, contrairement à certaines qu'on nous impose aujourd'hui. Non seulement elle a fait son parcours en étant stylée, il faudra qu'on reparle de son style après, mais néanmoins, voilà, elle a fait ce qu'elle avait à faire. C'est un personnage, comme tu l'as dit, qui a de l'intelligence, du discernement, du courage, etc., qui est badass bidule. Et en plus, elle a son mec à la fin et personne va trouver que c'est une atténuation de son caractère indépendant ou de sa personnalité ou que ça fait d'elle. Tu peux dire que certains se sont limités, encore une fois, avec son bikini doré, machin et un bidule. Moi, je dirais que bien qu'il y ait le focus qui soit mis sur son physique à ce moment-là, encore une fois, on voit bien qu'elle tire la tronche. Il n'y a personne à part Jabba qui lui bave dessus. On voit que Luke, il est un peu emmerdé quand il la voit comme ça. Anne, comme on l'a déjà dit, ne la verra jamais dans cette tenue, à moins qu'elle ait décidé de lui ressortir derrière, mais à mon avis le bikini elle a foutu au feu derrière direct, si tu veux. Ça a été trash compactor parce que il est aveugle, donc il voit pas sa princesse, la femme de sa vie,
humiliée dans petite tenue et machin, il la verra quand elle aura décidé dans la tenue qu'elle aura choisie. Donc ça aussi c'est cool. Et quand elle arrive en tenue de mercenaire, chasseur de primes, Jabba flash sur elle, ne sachant pas que c'est une femme, ne sachant pas ce que c'est, ne sachant pas que c'est une humanoïde. La première chose qu'il dit sur elle de positif, c'est j'adore ce genre de gars qui ont de la ressource, etc. La première chose qui lui plaît chez Leia, c'est justement son intelligence et sa ressource. Après, t'as le bonus ajouté quand on lui enlève le casque de oh putain, c'est un joli brin de fille. En plus, c'est la princesse Leia. En plus, c'est la nana de Han, mon vieux frenemy à qui je voudrais mettre la misère. Ça lui fait quand même beaucoup de choses rajoutées pour que Jabba il en soit tout émoustillé. Ah bah oui, il y a plein de valeurs ajoutées sur la princesse Leia, hein, c'est sûr. Mais ce qui est chouette, c'est que elle ne perd jamais sa dignité, tout en étant rabaissée au niveau d'esclave, etc. Elle a toujours, elle porte la tête haute, etc. Et dès qu'elle a l'opportunité, c'est-à-dire au moment où elle tue Jabba, elle rappelle à notre bon souvenir que c'est une femme, c'est une guerrière, et c'est plus qu'une guerrière, c'est une meneuse d'hommes aussi, ce qui va se retrouver plus tard dans l'Alliance Rebelle, si tu veux. Et c'est comme ça qu'on nous l'a présentée depuis le début de la saga, c'est-à-dire que c'est pas, encore une fois, c'est pas une demoiselle en détresse. Même quand il faut la libérer dans l'épisode 4, le premier truc qu'elle dit, c'est quoi votre plan de merde pour s'échapper? Elle reprend la main et pouf, allez tout le monde dans le trash compactor, c'est bon quoi, ça a pas changé, hein. C'est quoi le plan de merde? merde? C'est quoi ce plan de merde? C'est clair. Je reprends les choses en main. Oh putain. Oui, parce que t'as même pas l'impression qu'ils avaient prévu à un moment de la libérer, hein, parce que d'abord c'était pas prévu qu'elle finisse attachée à la limace. Ouais. Enfin, il y a aucun moment où ils avaient prévu ça. Enfin, je sais pas. Faut arrêter avec ce plan, je veux te dire, à long terme, à tiroir, à multiples vases communicants. C'est de l'improvisation perpétuelle. Ce truc, c'est même étonnant, tu vois, qu'il y a un des deux soit on dirait l'agence touriste. J'adore quand un plan se déroule sans accroc, mais mon cul, Hannibal, attends. C'est pas possible, quoi. C'est juste pas croyable. Tu vois, à la limite, pour le coup, c'est pour ça que j'adore Anne dans cette séquence, quand il dit mais attends, mais Luke quoi, il est pas capable de se torcher lui-même. Le chevalier Jedi, la feuille des grandeurs, après il fait comment on s'en sort, comme d'habitude, si mal que ça. Bah oui, mon vieux. Exactement. Bah oui, mon gars, j'ai tout prévu. Alors quand Luke lui fait j'ai tout prévu, oh parfait, tu vois le sarcasme qui dégouline. Ah ouais. T'as tout prévu. Pendant qu'on est dans le sarcasme qui dégouline, on peut en profiter pour faire le moment tacle à l'ascension de Skywalker, en rappelant que cette séquence du palais de Jabba n'était pas nécessairement censée se passer à Tatooine. Ils avaient prévu une autre planète. Bon, ils ont peut-être dit que ce serait peut-être plus simple. Je sais plus exactement les raisons pour lesquelles ça s'est terminé sur Tatooine, ce plan. Mais enfin, peut-être qu'ils se sont dit on va pas rajouter une autre planète. On est revenu sur Tatooine. Le but de cette scène à Tatooine, je le reprécise, était de nous montrer que cette planète de merde ne méritait pas qu'on s'y attarde. C'était bien clair dans cette séquence, parce que quand ils sont sur l'esquif, le skiff qui les amène au pit de je sais plus quoi là, de Krakoun. Voilà. Krakoukas. Exactement. Quand il dit tu sais, je suis né là, l'autre qui lui balance visiblement tu vas y crever, c'est pratique. Encore une fois, c'était nous rappeler qu'il ne voulait pas, il disait il y a rien à voir sur cette planète, c'est une planète de MERDE. Le drame de Luke aurait été de rester sur Tatooine et d'y mourir. Tout le début de l'épisode 4 était il veut se barrer. On te montre qu'il n'y a plus rien qui le rattache à cette planète. Normalement, il n'aurait jamais dû y remettre les pieds. Il n'y avait rien qui le rappelait là-bas. Anakin, c'était pareil. Quand on te remet la prélogie, il avait prévu de s'y barrer. Rien ne devait le ramener sur cette planète. Donc, du coup, on te dit bien que ça ne vaut plus la peine de rester. Le truc explose, la barge explose à la fin. Terminé, fin de l'histoire. Bye bye Tatooine. Si Luke était resté sur cette planète comme le destin le voulait, qu'il fasse une vie obscure de fermier sur Tatooine, ça aurait été un drame. On est parti de là, donc nous mettre dans l'ascension de Skywalker cette obsession du Tatooine, que ça doit se terminer sur Tatooine et que le meilleur hommage que tu puisses rendre à Luke et Leia, c'est d'enterrer leurs 2 putains de sabres sur cette planète, est un non-sens qui me fait détester l'ascension de Skywalker encore plus que d'habitude. Ah oui, oui. Le bac à sable, pour nous parler de personnages secondaires ou autres, avec Boba, le Mandalorien, les Tusken, why not? Mais pas avec les Skywalker, quoi. Mais tu sais que dans un comics, Vador, il a été au palais de Jabba pour négocier je sais plus quoi, machin. C'est the place to be, Tatooine, le palais de Jabba. Il devait être content, Vador, d'aller sur une planète de sable et tout. Chut.
chiottes. C'est clair. On va pas se mettre dans son respirateur. Non, mais franchement, c'est juste parce que voilà, les gens à Tatooine, ça les a marqués, etc. Très bien. Enfin, que tu refasses des histoires secondaires, mettons avec Boba, machin. Bon, on aura l'occasion d'en parler. Pourquoi pas? Mais terminer l'ascension de Skywalker là-dessus et nous penser que ça a un sens pour le coup, pour l'aventure de Rey, en plus à la fin de voir des soleils levants ou couchants, on s'en tape le coquillard. Ça n'a aucun intérêt. Le seule personne pour qui les soleils couchants avaient un sens, c'était Luke. Il les a eu au moment de sa mort de manière symbolique, onirique ou réelle, on s'en fout, mais néanmoins il les a eu, c'était marqué, c'était là qu'il fallait boucler la boucle, elle a été bouclée, ça n'a de sens que pour Luke, pour personne d'autre, pas pour Leia, pas pour Rey, pas pour Ben Solo non plus. Donc en fait du coup, finir sur ça, c'était juste passer la brosse à reluire sur quelques fanboys qui sont restés sur Star Wars. Bah oui, c'est Luke. Mais c'est pas Star Wars. En tout cas, c'est pas toute la saga Skywalker. En tout cas, tu finis pas avec ces soleils couchants-là, vu les personnages qui sont présents dans la scène. Ouais. Voilà. Comme on a fait le pont avec justement l'ascension de Skywalker et Ben Solo, c'est un petit aparté, une petite anecdote par rapport au moment où justement dans le plan foireux également de Leia, donc vrai Skywalker, donc elle est là en tapinois avec ce putain de carillon avant. Qui est là dans le palais de Jabba avec des petits osios ou je ne sais ce que c'est. Qu'est-ce que ça fait là, ce carillon qui pendouille dans l'escalier? Enfin bon, voilà. Donc elle se prend là-dedans, oh là là, je ne vais pas faire de bruit. Alors que tout le monde, visiblement, c'est l'hôtel Jabba, tout le monde dort dans la même chambre, je te dis, c'est un dortoir. Et donc, à sortir hâte de la carbonite, il y a ce petit moment musical, juste au moment où il commence à se décongeler, avant qu'il tombe. Les quelques notes qui sont là sont les notes qui servent de base au thème de Kylo Ren. J'avais jamais fait gaffe, c'est chouette. C'est un truc absolument énorme. Quand je m'étais repassé la séquence, je m'étais fait la réflexion, je ne suis pas musicologue, je ne suis pas spécialiste en musique. Néanmoins, branchée comme j'étais sur mon bénichou Kailunais, j'étais là, tiens c'est marrant, on dirait peu ou prou le même thème. J'avais demandé à Christy Carou, bon pour ceux qui ne connaissent pas Christy, c'est une musicienne, compositrice qui est fan de Star Wars et qui fait des thèmes musicaux et donc qui compose. Et je lui avais, comme on se connaissait par Tumblr, je lui avais demandé en privé, je lui ai dit écoute, j'y connais rien en soi, mais j'ai remarqué ça, est-ce que tu valides parce que j'ai jamais vu personne en parler. Et elle est allée voir, elle m'a dit bah oui, si, c'est évident, c'est les notes du thème de Kylo Ren. Est-ce que quand John Williams a composé le thème, il a repensé à ce léger motif musical qui est le moment en plus où Leia masquée va récupérer son homme, donc les parents là de Bénichou sont là à se retrouver au moment où elle va lui dire quelqu'un qui vous aime, etc. Ce serait magnifique si c'était le cas parce que le thème était déjà présent. C'est beau que ça a été associé à ce moment où ils sont tous les deux. Ça m'étonnerait pas John Williams parce qu'il a pas son pareil justement pour utiliser les thèmes, les leitmotifs et les lier entre eux par quelques notes ou des inversions de notes. Il fait ça très très bien. Donc c'est sans doute pas gratuit. Ça n'a jamais été confirmé, mais en tout cas pour des gens qui ont l'oreille musicale et qui, je leur dirais de peut-être faire attention parce qu'il y a un effet sonore qui contient en germe ce qui sera notre bébé Kailunais bébé Ben, conçu plus tard sur la lune enchantée dans les semaines qui vont suivre. Voilà. Mais exactement, donc c'était déjà en germe, donc c'est quand même quelque chose. Ouais. Ça m'étonnerait pas John Williams, c'est bien vu. Bien entendu en l'occurrence. Et pendant qu'on est dans la musique, on peut rester aussi là-dessus puisque encore une fois c'est un palais de la musique et de tous les plaisirs. De tous les plaisirs. Donc justement, peut-être de tous les plaisirs, on peut parler d'un palais de tous les vices, en tout cas de tous les péchés capitaux. Donc là, ça nous amènerait sur la tranche de la Divine Comédie. Alors c'est vrai que par rapport à Dante, t'as vraiment la même ouverture puisque notre R2D2 et notre C3PO, c'est virtuellement en mode comique, évidemment. C'est Virgile et Dante, c'est ça. Qui vont abandonner tout espoir avant d'entrer, parce que c'est vraiment ce qu'on demande à C3PO, le moment où il rentre en pensant qu'il vient juste sur une mission diplomatique et que R2D2, qui doit projeter l'image de Luke qui dit voilà, je vous donne ces droïdes en cadeau. À ce moment-là, C3PO abandonne tout espoir parce que quoi Qu'est-ce qu'il a dit quoi? Mais c'est surtout qu'en plus il a sa propre sa descente aux enfers customisée pour droïdes. Oui. Au moment où il arrive et que t'as les droïdes qui sont en train d'être torturés et que l'autre il lui fait je sais pas, le majordome des droïdes ou je sais pas quoi, il dit ouais non, parce que le précédent droïde
de protocole. Le maître s'est énervé déchiqueté, là. après lui. Énervé, c'est-à-dire, et l'autre il est en train de se faire désintégrer, qui est le cauchemar de tous les droïdes depuis les premiers échanges de R2D2 et C3PO dans l'épisode 4. On va être attrapé par l'Empire, envoyé dans les mines de sel, ou pire, désintégré, tu vois. Et là, on a pour la première fois, on visualise une désintégration de droïdes. Donc, ouais, C3PO, il est pas à la noce, là, c'est sûr. Et des droïdes qui sentent, parce qu'il y a des droïdes qui sont torturés, qu'on lui brûle les pieds, tu vois, c'est l'inquisition espagnole dans les palais de Jabba. Et c'est vrai que c'est vraiment un lieu d'enfer, qui n'est pas représenté aussi littéralement que des lieux infernaux qu'on a pu voir dans Star Wars, que ce soit Mustafar, Bespin, Geonosis, ou voilà, qui repose sur les couleurs rouges, etc. Néanmoins, c'est vraiment cette descente aux enfers comme dans Dante, où tu as ce passage dans des cercles, différents cercles de l'enfer, qui en fait, chaque cercle reprend un péché capital, où Dante et Virgile vont du coup croiser des exemples de gens qui ont pratiqué tel péché et qui du coup sont suppliciés ou qui ont à être torturés de manière infinie par là où ils ont péché. Quand en plus tu reprends le sarlac, qui est la punition suprême qu'aime pratiquer en tant que divertissement également Jabba sur ses ennemis, visiblement, puisque c'est du coup le sort qu'il réserve à Luke et Han. La première chose qu'on te dit sur le sarlac, que tu sais pas, tu connais pas ce que c'est, on te dit bon ok, voilà, c'est vous connaîtrez de nouvelles formes de souffrance en étant digéré pendant plus de 1000 ans. Ce qui est un programme typique infernal, quoi. C'est-à-dire tu vas connaître la souffrance, pas ad vitam aeternam, tu vois, mais pour l'éternité. Ouais, ce qui correspond selon ta durée de vie pour l'éternité. Les humains, bon, ça va durer quelques années, mais par exemple, si balancer un Hutt, tu vois, Jabba, il est né en 600 avant Yavin. Les Hutt vivent très très vieux, donc du coup, imagine, tu lances un Wookiee qui vit plusieurs centaines d'années, et il était question de balancer Chewbacca. Pendant des centaines d'années, il aurait été lentement digéré, machin, c'est atroce. Oui, enfin, tu meurs avant, parce que faute d'eau ou faute de nourriture, tu vas crever c'est avant. tout ce que t'as alors souhaité, parce que... Oui. En plus, c'est dans le désert de Tatooine, à mon avis, tu meurs de déshydratation assez rapidement, mais néanmoins, c'est le principe. Il est comme certaines araignées ou machin qui t'injectent un truc pour que tu restes frais et vivant pendant qu'elles te consomment petit à petit, qu'elles réduisent ton intérieur en bouillie pendant qu'elles te vide comme un Capri Sun. Exactement. Très classe. Sors ta paille, comme Jabba, d'ailleurs, ils sont narguilés, ils sont machin. C'est sans aller quand même de manière lourdingue, encore une fois, sur les 1000 et une nuits, on n'a pas assez insisté, mais ça, je pense que c'est évident pour tout le monde, donc du coup, on n'a pas besoin de... Bien que ça peut te permettre de replacer Sardane à Pâle, mais... Ah bah oui, là, on est complètement sur ce registre-là. C'est le Pacha Sultan / roi fainéant. Alors lui, on l'a pas vu sur sa litière qui craque... Oui, comme Roi d'Agobert. Comme les deux jumeaux, là. Dieu, et mérovingiens et carolingiens, les rois fainéants. Oui, mais n'est-ce pas déjà le fait qu'il vit dans un monde désertique. Ils l'ont refoutu sur Tatooine. Il a un palais qui est quand même... l'intérieur, c'est des salles en pisé, avec des formes très très rondes, etc. On est quand même dans les palais de Bagdad, des premières dynasties musulmanes, etc. On est vraiment dans cette imagerie-là. Et puis les danseuses exotiques attachées, les plaisirs, il a un truc, il peut manger, il a le narguilé, c'est quoi les jalousies sur la barge, le système de... Oui, voilà, c'est ça, les moucharabiés. Persiennes. Voilà, exactement. Ouais, c'est ça, les moucharabiés, exactement. Tout à fait, c'est la totale. Même, et puis le majordome qui est une version de nuque, tu vois, le nuque du harem, là, puisqu'en plus il est là à lui pousser les nanas devant, le moment où il est en train de pousser Leia pour qu'elle se rapproche. De la langue baveuse. De la langue de Jabba, donc oui, il est très... il tient le harem, et puis il a un côté... alors pareil, on parlait de l'obscénité, et on peut replacer là les organes génitaux, mais justement, ce Twi'lek là, avec cette espèce de truc autour, là, cette espèce de truc, c'est une espèce d'appendice, tu vois. Il a les coups, on savait pas que ça s'appelait comme ça à l'époque, mais il a les coups tellement longs que les enroule autour de lui-même, etc. C'est vachement phallique, comme... Oui, c'est ça. Puis après, t'as une bite dans le fond, enfin un bite, pardon, dans le fond en train de jouer. T'as une bite aussi, parce que t'as cette espèce de créature là qui fait partie de l'orchestre de Max Rebo, là, qui a un gros pénis, je peux pas le dire autrement. Plus, t'avais parlé du sarlac, qui est le vagin dévorant de cauchemar de mec, là. Oh mon Dieu, je vais me faire bouffer par le vagin denté.
qui avait pas avant un bec et un truc, mais c'est exactement ça. Et puis il y a un autre symbole vaginal que, alors j'avoue, j'avais jamais particulièrement remarqué avant sur le fameux costume bikini de Leia. Si on regarde le plastron qui est au niveau de sa ceinture, qui est littéralement plaqué sur son bas-ventre, et il y a une forme qui ressemble aux trompes de Fallope avec les ovaires. Enfin, on a vraiment comme une radiographie de la beauté intérieure de Leia, on va dire. Hein. Donc, il y a ce symbole vaginal-là. Et aussi, si on pousse un peu plus loin, peut-être également dans un de ses bracelets, alors pas celui qui est très là-haut sur le bras, mais vraiment le bracelet qu'elle porte, il y a une forme d'ouverture. Alors oui, tous les trous ne sont pas des vagins, mais quand même, on constate qu'il y a quand même aussi bien ce niveau de ceinture qui est pas subtil, c'est même étonnant que je l'ai jamais remarqué avant, et ce bracelet, donc il n'y a pas que des bites chez Jabba. Donc c'est vrai que t'as toute cette ambiance qui est surinvestie sur le plan sexuel, et la queue frétillante de Jabba, qui est pareil, qui est une espèce de gros ventre mou, mais tu pourrais aussi dire que c'est une espèce de pénis ou de merde ambulante. L'un n'exclut pas l'autre, hein, dans l'univers visuel, dans la symbolique, c'est ça qui est beau. Et ce qui fait que du coup, si on revient sur nos 7 péchés capitaux, parce que du coup on va les placer et on va vous montrer qu'ils sont absolument tous présents chez Jabba, là si on part sur le premier qui serait la luxure, je pense que la démonstration est évidente, parce que voilà, organes génitaux partout, hein, il bave sur les nanas, il est vraiment présenté comme un gros vieillard libidineux dégueulasse. Je peux pas faire plus, avec en plus la séquence, alors que nous généralement on adore dans nos vignettes de scroche avec le tu vas bientôt apprendre à m'apprécier. Alors c'est vrai, on n'a pas eu notre bain de pétales de rose, hein, Aurélie. Vous a épargné le moment où on la change de tenue, puisqu'apparemment ça s'est fait limite devant tout le monde, puisqu'encore une fois t'es en cododo, hein, donc je sais pas où elle a été changée, il y avait un rideau quand même, un vestiaire, un truc. Pauvre princesse Leia. La luxure, c'est évident, et ça nous change parce que c'est vrai que c'est pas toujours représenté dans l'univers de Star Wars. Le deuxième qu'on peut placer, la colère. Ah oui. Jabba, ça lui va très bien, hein, c'est quelqu'un qui se met en colère facilement. Alors sur ça, déjà, t'as ces 3 PO qui le morflent bien. Il est en colère contre Han, il est en colère contre son majordome. Qui a laissé entrer Luke. Ouais, en colère, contre Oula, donc sa danseuse qui le repousse, parce que c'est bien aussi, encore une fois, on nous montre que les nanas, elles ont quand même du répondant à son agent, parce que la nana qui est quand même son esclave sexuelle danseuse, elle a pas envie, elle, de se faire tripoter par Jabba. Bon, elle va payer de sa vie, mais néanmoins, on te montre des nanas qui finalement choisissent plutôt crever que de me faire lécher par Jabba. Et on les comprend. Voilà. Et la symbolique de sa colère, c'est le rancor qui est bien nommé, tu vois, la rancœur, le rancor. T'as ça aussi qui en plus devient une espèce de chien de l'enfer, donc on reste dans le côté infernal, c'est une espèce de cerbère. Anecdote sur le rancor, encore des rancors. Le deuil est mieux géré que dans l'ascension de Skywalker. C'est un truc de fou. Parce que finalement, tu te dis, cette bestiole, moi j'ai toujours eu de la peine pour lui, parce que même gamine, je me disais, mais en fait, il vit tout le temps là, tu vois, cette pauvre bête, qu'est-ce qu'il a comme vie, il est enfermé dans le souterrain. Comme les chiens qui sont élevés pour les combats de chiens, exactement. Je trouvais ça super triste. Et puis tu vois son entraîneur, gardien, son cornac presque, ils sont tristes d'avoir perdu leur animal qui fait ce qu'il a à faire, et puis voilà, il y est pour rien, quoi. Alors on est content que Luke s'en sorte, mais quand Jabba dit ouais, je leur ferai payer cette atrocité, etc. Mais t'avais qu'à pas avoir cette pauvre bête dans une cage comme ça. Parce que Jabba aime les animaux. Ah bah oui, bien sûr. Il traite pas bien les femmes, mais il traite bien les chiens. Mais tu vois, ce pauvre rancor, c'est comme le dragon blanc enfermé dans les caves de Gringotts, en fait. C'est insupportable, pauvre bête. Enfin, non, quoi, pauvre bête. Et tu vois, c'est un truc, moi, enfant, je comprenais pas. C'était un des premiers moments où je me suis interrogée, parce que quand justement le gardien, il pleurait, que t'avais les autres qui étaient désolés, je me disais, mais pourquoi ils sont désolés que cette créature immonde, dégueulasse, baveuse, répugnante, qui voulait buter le héros et qui vient de se bouffer un cochon, pourquoi ils sont tristes de ça? Il fallait que j'accepte, tu vois, en tant qu'enfant, le fait que, que je me fasse cette réflexion en fait, ils y étaient attachés, et peut-être que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Ça t'amenait à une gymnastique quand même assez importante, et encore une fois, qui est un point assez joli sur cette séquence de Star Wars, finalement, de te mettre à relativiser les trucs d'un gros machin dégueulasse, quoi. Oui, et puis des créatures que tu croyais méchantes, mais finalement, il y a d'autres gens qui y sont attachés,
je te vois, Vador, que ton fils aime, et il voit qu'il y a encore de la lumière en toi, et il te ramène... Parce que finalement, Rancor, c'est le toutou, le cerbère de Jabba, mais Vador, c'est le chien de guerre de Palpatine. Donc finalement, ils ont été dressés à faire la même chose, quoi. À mordre et... Et là aussi, il était un peu comme Ulysse, avec son os, tu sais, à essayer de... Alors, il n'a pas perforé ses yeux, mais tu vois, essayer de coincer... Tu vois, faire système D, comme tu peux avec la créature... Ouais, parce que... Bon, qui est pour rien, et que maintenant, effectivement, on te place comme... en te rappelant qu'effectivement, c'est un gentil toutou, car quand tu l'élèves, tu sais, comme les pitbulls, ou les... Enfin, tu sais, ces gros ou les chiens, dinosaures etc. dans Jurassic Park, qui font un imprint sur la première créature qu'ils voient, ça empêche pas le T-Rex de bouffer tout ce qui bouge, tu vois. Oui. Enfin, je n'ai pas nécessairement comparé à ça, parce que je pense qu'il compare plus à un chien, qui fait que si tu l'as dressé pour autre chose que pour attaquer, potentiellement, voilà. Oui, parce que finalement, même les chiens de combat aujourd'hui, de catégorie 1, machin, si tu les dresses pas à attaquer, à mordre, machin, ils ont pas de prédisposition pour ça, en fait, pour le combat. Bah, il faut quand même qu'ils bouffent, hein, oui, mais, voilà, mais je veux dire... et comme c'est quand même la grosse bestiole, bah... Tu sais pas depuis quand il l'a pas nourri. Non, mais vu que le gardien a l'air d'aimer sincèrement la créature, je pense pas qu'il le laissait longtemps sans bouffer, quoi. Ouais. En tout cas, le gardien, il restait pas longtemps sans bouffer, c'est sûr. Il était costaud quand même. Hein. À l'image de son maître. Tu manges bien chez Jabba. Je te rappelle, il y a quand même beaucoup de gens bien nourris dans le palais de Jabba en fond. Hein. Personne n'a l'air de crever la dalle. On rappelle 9 repas par jour chez Jabba. Hein. Il a quand même sa rôtisserie courte paille juste derrière lui. Toujours prêt à bouffer. Il a des snacks en permanence. Si tu veux, non, il n'y a pas de problème. Hein. Tu meurs pas de faim. Et finalement, l'essentiel de son palais, c'est des frigos et des garde-manger. Quoi, oui, c'est ça. En dehors du fait qu'il stocke des trucs. Justement, 3e péché capital, du coup, t'es en la plein dedans. gourmandise. Mais oui, bien sûr. Bah oui, parce qu'on te le représente plusieurs fois en train de bouffer, en train de se lécher les lèvres. Alors des fois c'est par désir et voilà. Et puis bah oui. Bon, tu vois que elle a une manifestation du désir très oralisée. Oui, voilà, c'est ça. Il a peut-être pas dépassé le stade oral, mais... on lui a enseigné, je suis pas sûre d'avoir envie de voir le stade anal. J'ai pensé justement, ça m'envoyait pas du rêve. Oh my god. Il a rota, hein, c'est une petite crotte. Hein, oui, c'est vrai, c'est une petite crotte, rota. Oui, il y a la gourmandise parce qu'il bouffe des espèces de trucs vivants, là, ces pauvres bêtes, crapauds, et on sait pas trop. Du jus de crapaud, ouais... Un batracien qui mange des autres. Bah, ça annonce la couleur quand t'arrives au palais de Jabba by night ou je sais pas quoi, parce que tu vois déjà un gros batracien qui chope une bestiole dans le désert avec sa langue là et qui le bouffe. Finalement, c'est un peu une métaphore pour Jabba aussi. Hein. Ah, mais tu sais, c'est la métaphore du dog eats dog, tu vois, au fish eats fish, tu vois, le fait que le plus gros poisson mange le petit poisson aussi. C'est-à-dire que c'est ce côté-là, environnement de la pègre aussi, quoi. Ah, bah oui. Bah, un monde dévorant, et ça te ramène au sarlac aussi. Il y avait beaucoup plus de créatures dévorantes. C'est une tradition qui s'est perdu dans la postlogie. À part les Rastars. À part avec les Ratars, exactement. Ils ont évacué ça. Personnellement, je trouvais ça bien dans le sens où on partait sur une vision plus symbolique et plus psychologique du monstre dévorant, qui était quelque chose que tu portais en toi. C'est quelque chose qui personnellement me séduisait. Néanmoins, tu vois, c'était bien qu'il le fasse aussi, de montrer, enfin, tu vois, il y a vraiment ce trait-là de montrer des créatures, cette peur infantile de te faire bouffer, quoi, qu'il nous a donné dans les contes, toutes les histoires d'ogres, d'ogresses. De grands méchants loups, tout ça, quoi. Et c'est en ça que ça restait très proche de l'univers du conte de fées, de cette tradition, de conte, tradition orale, c'est le cas de le dire, dans Star Wars. C'est vrai que c'est ce que tu as principalement dans la plupart des histoires pour enfants, des histoires de se faire manger et dévorer. Et moi, péché, la paresse. Oh bah oui, là, pareil. Ça c'est bon, ça va, on m'a dit. Patate de canapé, tu le vois pas tellement bouger de son trône. C'est vrai qu'après en CGI, dans l'épisode 1 ou ailleurs, tu le voyais, allez hop, il glissait à droite à gauche. Enfin, tu nous rappelais que après on a développé l'idée dans le lore que ça pouvait être des guerriers. Et... tu le vois se déplacer dans les épisodes des Clone Wars où il apparaît quand son fils est enlevé. Parce qu'ils peuvent. Machin, et voilà. Parce que sur le côté animation, tu peux le faire. En tout cas, dans le 6, il bouge pas. Hein. Il va de là à de là. Limite, t'imagines son espèce d'estrade là qui roule jusqu'à la barge, tu sais, qui fait
ce qu'il a pivoté à rien, tu vois. Tu peux presque imaginer ça. Mais donc oui, il apparaissent, bien sûr. Jabba apparaissent. L'envie, greed, bah évidemment. Hein. Alors non, c'est pas la même. Attention, si tu fais l'envie, là c'est sur l'avarice avec greed. L'envie, c'est la convoitise plutôt. Alors la convoitise, on le voit principalement sur le fait qu'il va convoiter la chérie de Han, quoi. C'est-à-dire, clairement, tu piques la gonzesse du type, quoi. Ça, c'est peut-être le plus qu'on voit. Mais après, si tu vas sur la partie avarice, greed, ce qui te permet de rappeler que le premier personnage qui nous a introduit à l'univers de Jabba, on va dire, c'était Greedo, le bien nommé, l'avaricieux. Et c'est vrai que la question du pognon, tu l'as replacée, Aurélie, elle est mentionnée déjà par Luke quand il vient négocier. De toute façon, on le sait, il y a l'histoire de la tête mise à prix de Han. Qui veut liquider une vieille dette, machin, qui a fait perdre du pognon à Jabba parce qu'il n'avait pas le choix, il a fallu qu'il se débarrasse d'une cargaison de drogue. Puis il n'avait pas trop le choix, il fallait qu'il paye sa dette. Et la question des crédits dus à Jabba. Alors pourtant, pour autant que ce soit un avaricieux, j'ai pas l'impression qu'il fasse pas de frais, hein, parce que il vit l'argent, Jabba. Oui, mais plus que l'avarice, je te dirais que c'est la cupidité, en fait. Oui, c'est ça, je suis d'accord avec toi. C'est plus le fait d'effectivement d'aimer l'argent, et là, pour le coup, il y a le côté j'accumule les biens, les trophées, les choses comme ça. Et puis, je suis dans le business, je suis dans les affaires, je fais du pognon, etc. Ouais. Parce que l'argent, c'est le confort. Il vit bien, comme tu l'as dit, mais c'est surtout le pouvoir. C'est-à-dire que lui, il n'a pas la force, mais il a le pouvoir qu'amène l'argent, qui est une autre forme de pouvoir. C'est là que tu pourrais repartir sur des relents vaguement racistes qui ont pu être reprochés à Star Wars, sur le fait que tu avais Watto, qui était un simili marchand juif. Oui, c'est ça, le feuge de Brooklyn. Et là, c'est pareil. Tu prends l'oriental, c'est pas le marchand de tapis, là, mais tu vois, tu as quand même un gros investissement sur le côté oriental. Avec son sarlac dans le désert, c'est presque son puits de pétrole. Je pense que c'est peut-être un tacle à l'Arabie Saoudite. Aux Émirats, en fait, il le représente peut-être un peu comme un émir. Faut pas oublier, au début des années 80, il y avait eu quand même les cracks pétroliers. Ça faisait... le film est sorti 10 ans après le premier gros crack pétrolier. Il est possible que, consciemment ou pas, George Lucas ait mis un scud aux Émirats ou à l'Arabie Saoudite, au pays... qui produisent du pétrole. Oui, ou tu peux penser à des questions de la drogue aussi, puisqu'il y a le fait qu'ils trafiquent aussi avec ça, donc tu peux penser au trafic de l'opium avec l'Afghanistan, des trucs comme ça, donc c'est vrai que tu pars sur En tout cas, le côté moyen-oriental, c'était pas nécessairement ce que tu avais vu sur... disons que Luke et ses fermiers, ça faisait pas très moyen-oriental. Après, maintenant, c'est plus redéveloppé dans les de Boba Fett, avec le côté Laurence d'Arabie, c'est sûr que là, ils y vont à fond. Oui, sur le côté mais c'est ce qu'ils avaient le mieux à faire, je pense, d'ailleurs. Surtout s'ils voulaient remettre les Toscanes, etc. Filmer le désert correctement. Ça. On va avoir l'occasion d'en reparler sur un épisode dédié quand la série sera finie, parce qu'au moment où on l'enregistre, seulement 4 épisodes sont sortis. Il y aura un épisode dédié sur le livre de Boba Fett. De Boba Fett, il y a plusieurs versions possibles. C'est tout à fait possible. Dernier péché, l'orgueil. Oui, l'hubris complètement, avec notre Jabba, la grosse limace. Il est quand même extrêmement orgueilleux. Qui se moque des Jedi. Il se fout des Jedi, il sait qu'il a le pouvoir, il l'étale, etc. Il se croit intouchable. C'est un coquin, hein, en plus, il fait des blagues. Je suis cachée derrière le rideau. Jabba est habilement dissimulé dans cet espace, sauras-tu le entendre? Et l'orgueil, ça, c'est ce qu'il, dans tout ce qu'il dit et ce qu'il fait et la façon dont il est entouré, forcément, c'est sûr que l'orgueil, c'est ce qui le caractérise aussi, au même titre que tous les vices, il les a tous, de toute façon, c'est pas compliqué. Seven, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de boîte, il n'y a pas d'histoire de boîte, toute machin. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Rien, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de boîte. Et tout pris, moi. Et tout pris. Mais c'est vrai que tu disais, le rapprocher avec nos 2 autres grosses salles du trône que peuvent être Snoke et Palpatine, où ils partagent l'hubris également aussi, repoint commun. Et en plus, tu vois, effectivement, comme on disait, je te reparlais de la Playboy Mansion version glauque. Enfin, littéralement glauque, parce que de toute façon, c'est glauque, la Playboy Mansion, mais le fait qu'effectivement, ils soient entourés de pépés et machin. Alors, il n'est pas designé comme Hugh Hefner, comme
Snoke, puisque justement on rappelle que c'était quand même l'indication qui avait été faite, qui était bon, mais pareil, tu vois, il est en babouche, donc codé moyen-oriental aussi. En laméor. Avec Gaul. Oui, voilà, c'est ça. Alors voilà, lui il est plutôt tout sec, tout décharné, à moitié bouffé des vers que tu vois le squelette à travers. C'est pas exactement le même visuel, néanmoins ça reste sur le vicieux corrupteur. Alors on passe pas assez de temps pour voir s'il a les 7 péchés capitaux, mais il en est peut-être pas loin non plus, notre Snoke. Ouais, alors avec en plus lui la dimension pédophile que n'avait pas Jabba pour le coup. Oui. Ça c'était pas. On ne sait pas, mais en tout cas ça ne nous est pas montré. Peut-être que est-ce que toutes ces poupées avaient un âge légal, tu vois? Ah bah je sais pas, vu que ça change d'une espèce à l'autre. Bah c'est ça se trouve. Moi, je constate qu'il aime quand même le maquillage outrancier. Je vais le mentionner. On n'a pas nécessairement reparlé trop des costumes parce qu'on l'a fait dans d'autres épisodes, mais je vais le replacer quand même entre, tu vois, le rouge à lèvres qui pète. De Size Noodles, de la chanteuse. Exactement. Des autres danseuses et chanteuses. On va repréciser que bien que oui, il est joli, le bikini de Leia est stylé et machin. Putain de maquillage. Ah ouais. Je sais bien que Aude en avait déjà parlé, ça m'a particulièrement choquée parce que elle est oui certes jolie comme un cœur et elle a perdu du poids, c'est malheureux d'ailleurs un peu, tu vois qu'elle a vraiment, tu sens qu'elle n'est pas dans son poids habituel Carrie Fisher. Mais alors ce rouge à lèvres, ce bleu des yeux, Jabba, tu n'as pas de goût pour le maquillage. Qu'est-ce que c'est que ce truc à la truelle? Femme des années 80. Il y a de ça aussi. Non, c'est moche. Oui, c'est moche. Mais c'est produit de l'époque, puis ça fait pouf en plus, c'est pas... De même que les deux Twi'lek, elles sont maquillées, comme dit voiture volée, parce que ça fait pouf aussi, quoi. Ah oui. Après, dans la semi-pénombre, fallait quand même les voir, tu vois, parce que c'est pas super bien éclairé chez Jabba non plus, hein, donc... C'est peut-être son côté avaricieux, c'est qu'il fait des économies EDF, alors, tu vois. Je sais pas si c'est parce que les Hutt aiment pas trop le soleil non plus. Oui. D'où les moucharabiais sur la barge. Il me semble avoir lu un truc comme ça, donc dans les barons de Nal Hutta, là. C'est pour ça que j'ai du mal finalement avec nos deux jumeaux sur leur litière, parce qu'à mon avis, leur peau doit pas trop bien supporter le soleil. Ouais, en quand plein même. cagnard. Puis moi, j'avais pitié pour les porteurs, parce que s'ils sont venus de Mosespa en portant les deux jumeaux sur la litière, là, il manque des porteurs. Faudrait des mecs en plus en dessous, tu vois. Non, mais tu sentais qu'ils avaient du mal. Leur quand life, même, les mecs. Ouais. C'est pas l'idéal pour eux. Mais tu vois, je pense que visuellement, la façon dont c'est sorti, pourquoi c'est parti là-dessus, c'est que, il faudra qu'un jour qu'on y consacre un épisode dédié, mais c'est vrai que les parallèles avec Dune de Frank Herbert sont quand même un peu gros quand même. Parce que finalement, entre notre Sarlacc et notre Jabba, on a quand même peu ou prou un composite, enfin je veux te dire, il y a une façon déstructurée du verre des sables, que c'est tellement évident que l'épice, c'est le même nom que dans Dune. Oui. Enfin, ils se sont même pas foulés la rate. Hein, c'est ça. Plus ta mère de sable, machin, changeons le visage d'Arrakis. Voilà, bon, bah écoute. Qu'avant, c'était des planètes couvertes d'eau, hein, que ce soit Tatooine, ils le disent d'ailleurs dans le livre de Boba Fett, où Jakku était couverte d'eau avant que les hommes fassent n'importe quoi, et il faudrait le faire redevenir plein de flotte. Bon, bah c'est ce qui est arrivé à Arrakis, c'est le projet des gens qui vivent sur Arrakis, quoi. Donc là-dessus, il y a une petite fainéantise quand même de la part de Star Wars. Vous n'étiez pas obligé de pomper Herbert à ce point-là quand même. Hein. Mais comme ils l'ont fait en 2 parties, c'est peut-être ils se sont dit ça va moins se voir, tu vois. Bah si, ça s'est vu, hein, déjà, rien qu'avec l'épisode 4 et l'épisode 6, ça s'est vu les mecs, hein, donc... On n'a pas tellement insisté, mais on l'a déjà fait sur... Si, on en a parlé un peu au début, mais tu vois, le look de Luke, effectivement... Peut-être que lui aussi, c'est son péché d'hubris à lui, tu sais. Mais je pense que collectivement, ils font... ils ont péché de stupidité déjà dans ce truc. Ce n'est pas un péché capital d'être con. Non, c'est vrai. Mais alors, nos joyeux compagnons, là, avec leur système d'échange de regards, c'est quand même qui occupe quand même beaucoup de temps. Alors, qui se fait des fois bien, des fois pas bien. J'aime bien l'échange de regards dans la salle du trône entre Luke et Leia. Au moment où Lando essaye de réconforter Leia, tout va aller bien. On se demande bien comment il peut arranger le truc. Mais bon, voilà. J'aime bien aussi comment il se démasque pour nous, qu'on ait bien repéré que c'était Lando, tu vois. Il est pas connu, Lando Calrissian, non, parce que là, t'es en train de montrer ta gueule. Je veux dire, normalement,
il a déjà fait des affaires avec Jabba, il est hyper connu du monde de la c'est pour pelle. ça, c'est incroyable ce truc, si tu veux. Vraiment, c'est vraiment pour le spectateur. Non, mais Lando, à partir du moment où il a pas de cap, tu le reconnais pas. Hein. Quand même. D'autant qu'il traîne ce masque depuis Solo le film, donc si tu veux, franchement, voilà, non, c'est pas possible. Et alors, effectivement, le moment qui a été méga parodié de l'échange des regards sur la barge. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Que c'est long, que c'est relou, que c'est bizarre. Ça, c'était pas réussi avec le pirouette cacahuète sur la planche. C'est fourmillant au niveau des métaphores, de ce qui est des parallèles et des choses et de la réflexion mythologique, et ça c'est réussi. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs what the fuck. Donc notamment, alors le grand final de Boba Fett. Alors on va pouvoir en parler. D'où que vous sortez que Boba Fett est un héros badass et une lumière. Il est con. Il meurt comme un con. Je vais te dire. En poussant un cri de... Alors, 2 secondes avant, il s'écroule au sol avec un... Oh, tu vois, bon, voilà, parce qu'il s'est pris un petit coup de Luke et puis alors, il n'y a plus personne. Donc, je suis désolée, bon, voilà, par rapport à ce qu'on nous vend là maintenant dans le livre de Boba Fett, que s'est-il passé? Le Sarlacc lui a redonné du poil de la bête parce que ça n'est pas le même homme, hein, qu'on soit d'accord. Enfin, il y a un moment, c'est l'acide qui l'a rendu, qui l'a transformé. Je veux dire, c'est juste pas possible. Et il se fait quand même crever de la manière la plus con qui soit. Et qu'après, on en ait fait une espèce de héros bidule, machin. Bon, on aura l'occasion d'en reparler, mais le décalage, il est juste pas possible. Et tu vois, de revoir cette séquence alors qu'on est en train de se prendre le livre de Boba Fett, non. Ah, ça, t'as le raccord, Je dis non. pas du tout, non, c'est sûr. sûr. Autre chose qui n'est pas à sa place, c'est Max Rebo, qui, on l'a appris, est toujours en vie. Alors ça, je suis ravie, mais moi, quand je l'ai vu, peut-être pas la première fois, mais parmi mes références, un gros éléphant bleu comme ça, pour moi, sa place, c'est dans le village dans les nuages. Hein, pour ceux qui ont connu, il a rien à foutre chez Jabba. Il est tombé bien bas. Il est trop chou. Il a rien à foutre là. Qu'est-ce que c'est que... Mais il vient pour les putes, en fait. Il vient pour la bouffe. Ou alors, tu vois, il a des dettes aussi. C'est peut-être un joueur, tu vois, donc il est tenu comme ça. Bah, savoir, je sais pas, il y a un truc. Et finalement, c'est peut-être un vicieux. Bah, de même que le chien, mignon, le chien coakien, là, le singe coakien. Ah, bah, c'est le bouffon. C'est le bouffon, mais il est aussi vicieux que son maître, celui-là. Hein. Bah, tel maître. Ah, quand il reluque Leia. Tu te dis, ça se trouve, Jabba, il va rien lui faire, mais c'est le chien qui va lui sauter dessus, en fait. Ah, puis il y a rien que le nom il va se frotter sur sa jambe comme un chien en chaleur, tu sais, j'imagine les trucs. Bah, il s'appelle Salas, il est Salas, hein, avec son Salacious Bikram, qu'à un moment, tu te dis, je sais pas, Enfin, c'était un anagramme d'un truc qui veut dire, je sais pas. Mais en même temps, il est réussi. Ah, ben, il est bien. Hein. Mais il a aussi, c'est pareil, il a probablement tous les péchés capitaux de son maître aussi, parce qu'effectivement, il est... Il est vicieux, il est moqueur, il est méchant, en fait. Il est profondément méchant, cette saloperie-là. Et il est moche. Mais moi, je l'aimais bien quand j'étais gosse, je le trouvais marrant. Jabba me faisait flipper, mais lui, je le trouvais marrant, le petit bestiau, là. Comme quoi, hein, les perceptions quand t'es gamin, c'est pas... Mais tu vois, ce que j'avais retenu, moi, quand je suis allée le voir au cinéma à l'âge de 5 ans, les trucs qui m'ont le plus marqué étaient dans toute cette partie consacrée à Jabba. Jabba m'a fait peur, oui. Le Sarlacc me faisait faire des cauchemars. Cette ironie, ça te faisait faire des cauchemars. Tu veux pas me faire une analyse de ça? Bah, c'était la peur de se faire bouffer, hein, qui est commune aux garçons et aux filles. Ce que j'avais le plus retenu de l'épisode 6, c'était vraiment ce qui se passait chez Jabba, parce qu'il y a une telle explosion de tronches, de créatures, de grotesques, que pour un gamin, puis les Ewoks aussi, évidemment, quand t'es gosse, mais c'était surtout chez Jabba, ouais, que j'avais, gamine, ce qui m'avait le plus traumatisé, quoi. Pas marqué, pas juste marqué, mais traumatisé. T'as des êtres dévorants, tout aussi effrayants plus tard avec les Ewoks, je veux dire. Ouais, mais ça m'a moins marqué. Je suis restée sur le côté petit nounours, moi, pour les Ewoks. C'était petits nounours qui vivent dans leur petite cabane dans les arbres. Je veux dire, je pouvais faire pareil avec mes petits malins, tu vois. C'était pas... C'était amusant aussi dans l'anecdote pour les sons autour de Jabba, vendeur de savoie, etc. C'est-à-dire qu'ils ont fait un bruitage, tu vois, pour son côté visqueux, limaçeux, quoi. Ils ont utilisé une serpillière dans une poubelle et des mains en train de trifouiller dans un gratin de pâtes. Un gratin au fromage, tu vois. Voilà le visuel. Il fait quoi comme bruit, Jabba? Mac and cheese.
Mac and cheese, c'est pour ça que le côté Pizza Hut de Mel Brooks c'était finalement bien trouvé, tu vois. Même là, il faut utiliser de la bouffe et de la crasse pour arriver, enfin, tu vois, une vieille serpillière dans une poubelle. C'est vraiment, c'est presque comme la cantina, si tu veux, c'est vraiment le repère de Scum and Villainy, quoi. C'est-à-dire de malandrins et de gens en foutre. Ah, finesse. Ça n'a pas le côté mignon du monstre dans la poubelle des Muppets et des... Tu vois, c'est de Sesame Street, c'est pas... non, non, on n'en dit pas à ce niveau-là, non. De Oscar the Grouch. Oui, bah, en même temps, il est pas très bonne composition. Ah bah en même temps, je pense que personne serait de bon poil en vivant dans une poubelle, hein. Bah, pourtant, comme tu l'as dit, c'est quand même, encore une fois, c'est un bon vivant, quoi. Il aime rigoler, Jabba, il aime la distraction, c'est quelqu'un qui... Ouais, comme un sultan. Bah ouais, il fallait s'occuper autrement, comme un sultan. Il n'aurait pas dépareillé à la cour des derniers Valois. Ou des bonhommes, tu vois. C'est au niveau des intrigues. Puis en plus, il offrait à boire, à manger, du pain et des jeux. Enfin, il y avait tout. Oui, parce que c'est vrai que le parallèle avec les empereurs romains ou le péplum, il se pose là aussi, parce que finalement, il a des esclaves à demi nus qui dansent comme dans les orgies des péplums américains. George Lucas a enfoncé le clou avec l'épisode 1, puisqu'il organise des jeux du cirque, quand même. Ah, mais ça pourrait être Néron, grave, comme on l'a ça présenté dans pourrait le être comédie, ça. Il lui manque que de chanter et de gratter sa lire, en fait. J'ai envie de l'entendre chanter ou le voir gratter quoi que ce soit. Bah, on le voit gratter des trucs, hein. Quelle tristesse. Alors chanter, oui, alors c'est vrai que même là aussi, c'est vrai que l'impact, on parlait des sons, et finalement, il est vrai qu'il y a un impact sonore aussi entre la voix caverneuse de Jabba, et en plus le fait que tu vois, à un moment, Anne qui est en plus privée de vue, mais le fait qu'on entende cette voix derrière et dire, je connais cette voix. Rire, le rire oui, maléfique. C'est ça, il y a vraiment cet impact-là, et puis cet impact aussi au niveau des voix, de tout ce qui se passe, parce que cette chanteuse qui chante, alors en plus la chanson c'est Jedi Rocks, mais nous on comprend rien de ce qui est chanté. C'était horrible. Ça y est, on l'a lâché. Alors, deuxième truc, que t'es le Twi'lek qui parle du Huttese. C'est probablement la première fois qu'on a droit à du Huttese. Ou est-ce qu'il parle en Twi'lek, j'en sais rien. Mais donc après, on a effectivement cette voix de Jabba qui parle du Huttese matiné avec des mots qu'on reconnaît comme Jedi Mind Tricks, Chewbacca. Et puis alors, et le moment aussi où t'as Leia, donc avec son masque, qui lui fait un codage, machin, elle est en train de nous faire un hommage au Japon avec Kyoto. Plus, voilà, le Chewbacca. En plus, tu vois, on parlait de cette surstimulation sensorielle du palais de Jabba, pourtant dans une pénombre caravagesque. C'est vrai que tu t'en prends plein les oreilles, les yeux. On n'a pas l'odeur, on n'a pas autre chose, mais je veux dire néanmoins, et en plus au niveau psychologique, parce que, et c'est pour ça aussi que elle est aussi marquante cette scène, avec toutes ces références effectivement mythiques, de contes, de références d'histoires importantes et pour la culture occidentale, aussi impactantes que sont la Divine Comédie ou les mythes d'Ulysse, etc. Enfin, tu vois, c'est pour ça que ça a autant de permanence, je pense, dans les esprits, que ça marque autant les gens. Et pourtant, quand le film est sorti, c'est une séquence qui a été vachement décriée parce que c'était too much. Et c'était trop grotesque, et c'était trop, quoi. Et c'était trop long, et les gens, sans doute, s'attendaient pas à ça. Et puis maintenant, quand tu regardes l'épisode 6, de toute manière, il est grotesque, parce que double dose avec les Wookiees, avec les Ewoks un peu plus tard, tu dis bon, ok. N'ayons pas peur du ridicule, mais c'est ce qui finalement va donner à cet épisode qui est un peu plus faiblard, son cachet. Parce que même l'empereur, il est grotesque, c'est-à-dire que t'as le rire maléfique de Jabba, et puis t'as le rire maléfique de Palpatine dans la deuxième partie, enfin la dernière partie du film. Ils se font miroir d'ailleurs, un au début, voilà, un à la fin, et l'autre il fait tu vois, il est dans les aigus, mais ça reste un rire maléfique de cliché, quoi, enfin vraiment. Puis il y avait Luke qui se retrouvait dans la même situation d'attachement à ses amis, où il devait, il était là à ce moment-là, seul, face à ses amis qui étaient en mauvaise posture du fait du méchant de service, quoi. Ouais.
C'est juste que face à Palpatine, les enjeux sont pas les mêmes en fait. Et puis là, t'as la notion, t'as le côté mystique de la Force mais il veut toujours protéger ses amis et sa sœur, parce que sa sœur, elle est là implicitement dans le combat contre Vador. Donc vu que c'est pour la protéger qu'il devient berserk en fait, à l'idée qu'elle devienne l'apprentie. Tandis que là, il sera pas berserk, hein, il perd pas son coup là, hein, jusqu'au bout. Tu vas le regretter, Jabba. Son moment, motherfucker. Voilà, c'est ça. C'est votre dernier mot. Grande gueule, tu sais, l'autre, il est au bout de la planche, suspendu au-dessus du sarlac, et dit t'es sûr, Jabba, là, t'es sûr? C'est ta dernière chance, mon pote. C'est sûr, hein. L'autre, qu'est-ce que tu crois? Il dit, attends, je me sens pas en danger, tu vas mourir et tout. C'était sans compter sur le jeu de jambes de Mark Hamill. Ça, c'est sûr. Magnifique jeu de jambes et pirouette cacahuète sur la planche. Oui, ça, c'est sûr. C'est un festival. Mais ça montre encore une fois que les méchants parlent beaucoup trop, font des plans beaucoup trop compliqués, parce que même avec des plans foireux de la part des gentils, ils arrivent à ça leur pète à la gueule, parce que, bon, je sais pas, ils l'auraient, je sais pas, fait trucider plus rapidement. C'est ça que j'ai bien aimé dans Watchmen, par exemple. C'est que le méchant, il fait le discours aux gentils, je vais t'expliquer mon plan, patati, patata et tout. Comme tous les méchants, tu dis, c'est comme ça qu'il va se faire niquer, parce que... L'hubris, l'orgueil, toujours. Et puis en fait, oui, mais ce que je t'ai pas dit, c'est que mon plan, il s'est réalisé il y a 10 minutes. Parce que justement, parce que c'est ça la référence méta dans Watchmen aussi, c'est je sais très bien ce qui se passe dans les comics et machin, avec les autres grands méchants. Donc moi, c'est bon. C'est fait, c'est de l'histoire que je suis en train de te raconter, tu vois. Bon, je crois que c'est bon. Comment est-ce qu'on conclut ça? Pas en chanson, je pense qu'ils ont eu leur dose, là. Non, mais peut-être que ça peut être l'occasion de... Parce que je sais que, pour ceux qui nous suivent, on nous avait demandé si on allait faire l'équivalent des traits régisseurs sur les autres films de Star Wars. Je dirais que c'est la première fois, finalement, qu'on consacre autant de temps à une séquence sur un film qui n'est pas le dernier Jedi, déjà pour sûr. Autant de temps sur un film de la trilogie originelle, finalement. Même si on en a parlé dans plein de... Enfin, on consacre déjà du temps à la trilogie originelle ou à la prélogie sur d'autres séquences où on fait des parallèles, mais c'est vrai que c'est la première fois où on a passé autant de temps sur un film qui n'est pas le dernier Jedi. Mais Jabba, il est tellement important. Pour les beaux yeux de Jabba, prêt à tout. Parce l'existence de Jabba et tout ce qui évolue autour de lui, la façon dont il est présenté, ça a aussi le gros avantage d'ouvrir la galaxie. D'un seul coup, comme tu l'as dit à un moment donné, c'est plus juste les rebelles contre l'Empire et puis quelques chasseurs de primes qu'on avait aperçus dans l'épisode 5, dont Boba Fett. C'est l'Empire du crime, c'est tout un univers des possibles. C'est pour ça aussi qu'il a été très exploité dans l'univers étendu. T'as les contes du palais de Jabba, t'as plein de choses sur lui dans l'univers étendu. Parce qu'il est fascinant, ce concept. Parce que ça te rappelle que le mal n'est pas que un concept militaire, philosophique ou mystique, magique, ou mystique effectivement, c'est-à-dire que le mal peut se trouver dans le quotidien le plus glauque et banal, et voilà, ça se retrouve là, même si on avait vaguement un aperçu dans l'épisode 4 quand on découvre la cantina, c'est vrai que là ça nous renvoie à des choses qui sont plus proches de notre univers, enfin, néanmoins des choses qui sont peut-être plus abordables que ce gros empire galactique et cette question de nécromancie. Parce qu'on introduit la mafia finalement, Dieu sait s'il y a eu des films de mafia dans les années 70-80, t'as évoqué Coppola effectivement, là c'est pas pour rien qu'on les appelle les barons Hutt, les barons ça veut bien dire ce que ça veut dire, tu vois, la notion de mafia, de cartel, elle est en filigrane, donc tu te dis qu'il y a énormément de force en présence dans cette galaxie et que finalement l'existence de Jabba, etc., ça te prouve qu'il y a beaucoup plus de choses à explorer et à comprendre que le conflit entre notre poignée de gentils qui se démerdent comme ils peuvent et puis le gros méchant empire nazi, tu vois. C'est pas si simple, quoi. Et puis les méchants, c'est fun. Jabba, c'est fun. Voilà. Chez lui, on s'amuse bien. Ah oui. Quand on se fait pas bouffer par un rancor. C'est-à-dire. Juste prévoir de lui amener des saucisses, peut-être, tu peux faire t'arrives pas les mains vides chez Jabba, et puis potentiellement tu te gardes une knacky dans la poche quand t'atterris dans la... Ça faisait longtemps que le knacky. Bon, et malheureusement, vous constaterez l'absence de... Mais non, t'avais l'occasion de caser en tout début d'émission, là, je te signale. Dire qu'on va pas en parler, ça reste l'occasion de vous le montrer. Donc voilà.
Donc, les petits nouveaux qui nous découvrent à l'occasion de cette journée consacrée au podcast Star Wars, bienvenue à vous. Bravo si vous êtes arrivés jusqu'ici. Vous avez survécu. Surtout, manifestez-vous dans les commentaires, ça nous fera très très plaisir. Ça vous laisse un aperçu du ton général de la chaîne et de la plupart des vidéos qu'on sort. Hein, voilà. Donc, si c'est votre cam, abonnez-vous. Et puis, à nos abonnés de longue date, merci d'être toujours fidèles. Et puis, cet épisode, ça faisait un moment qu'on vous teasait avec. Voilà, il est prêt. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires aussi. On tient toujours nos promesses. Ce qui n'est pas toujours une bonne chose, mais quoi qu'il arrive, on tient nos promesses, comme les Lannister. Je vous laisse méditer là-dessus. On est avec les méchants, on finit avec des méchants. Hein, voilà, c'est... On boit et on fait des choses. On va dire ça comme ça. Et on paye toujours nos dettes. Voilà. Aussi. Et sur ce, à très bientôt. Au palais de Jabba, comme chez tous les Hutt, on s'amuse, on meurt, on crie. Y a beaucoup de méchants et pas de gentils. Et pour sortir des moments difficiles, avoir un sabre laser c'est très utile. Beaucoup de chance, un bikini, c'est la clé de la survie.